Alors voilà, on est prêt pour cette deuxième saison de la balado de Frais Savard. Et ce soir, pour le premier épisode, nous sommes à Victoriaville, dans un forum de développement durable. Une chose que je connais très, très peu. Alors, on va en apprendre énormément ce soir. Autour de la table, j'ai Hélène Faradji, qui est de retour cette année. Allô? Bonjour, j'ai Simon Jaudoin. Ça va bien, Simon, qui n'a pas de micro? Oui, ça va très J'ai bien. André Bellavance, qui est le maire de Victoriaville, qui vient d'arriver par hélicoptère, je crois. Vous avez été catapulté sur le toit. Ben, ça serait pas adéquat de dire ça, là. Ça dépend si c'est un hélicoptère électrique, mais je pense que ça n'existe pas vraiment. On a Marie-Ève Chapdelaine de la compagnie Cascade. Vous allez me convaincre que les grandes compagnies peuvent être actives dans le développement durable. Moi, vous savez, je suis de gauche, alors je suis toujours en colère. Et les grandes compagnies arc. C'est une blague. Godefroy Lorando! Salut Fred! De retour, on a Joanne Brochu également, professeur à l'Université Laval. Oh, Qui a des fans. très populaire. Professeur d'urbanisme. Ça va bien, Madame Brochu? Oui. Vous pouvez parler dans le micro. Vous savez qu'on a des micros, on est très équipés. Et on a M. Éric Duchemin qui est tout au bout. On va vous entendre un peu plus tard dans la balado. Vous êtes chercheur en agriculture urbaine. Alors voilà, on est prêt pour ce premier épisode de la balado Le Frais Savard, saison 2! Alors, j'ai déjà presque plus de voix. Ça fait 3 jours que je ne dors plus. Vous savez, bon, les gens, évidemment, qui écoutent la balado, vous ne me voyez pas, mais j'ai mes lunettes. Quand j'ai mes lunettes dans un endroit public, c'est que j'ai fait de l'insomnie. J'ai les yeux pochés. Je suis très fatigué parce nous aussi, la balado, on est en développement durable puisqu'on lançait hier la campagne de financement participatif de ce merveilleux projet. L'an dernier, on avait réussi à ramasser 30 000 $. Cette année, c'est 50 000 $ qui vont nous permettre d'y aller d'une vingtaine d'épisodes, qu'on va rémunérer tout le monde. On voulait créer un sentiment de communauté autour de cette balado-là. Alors là, on lance... Ce qui est casse-cou cette année, c'est qu'on lance et la campagne et la saison en même temps. Donc, on a confiance que les gens vont répondre à l'appel. Donc, c'est sur La Ruche, plateforme de financement participatif québécoise, balado de Frais Savard saison 2. De toute façon, on va vous en parler à chaque semaine. On va vous harceler avec cette campagne. C'est 60 jours, la campagne, quand même. On a du temps, mais pas trop. Alors, voilà, mais on est content parce qu'on est à Victoriaville. Hey, la dernière fois que je suis venu ici, je crois que c'est en 87 pour un tournoi d'improvisation à Arthabasca. Ouais, j'avais gagné le joueur du tournoi. Ça, je le dis comme ça parce que les gens m'ont demandé de le dire en coulisses. Je voulais pas en parler, mais oui, je pense que j'ai peut-être dû voir les Tigres de Victoriaville aussi, dans le temps d'Alexandre Daigle, parce que, bon, c'est une longue histoire, mais très courte. Mon père travaillait pour les Bisons de Granby à l'époque et on suivait les Bisons sur la route. On était venu à Victoriaville. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on est ici, pour parler de mon passé. Je me tourne tout de suite vers M. Bellavance, maire de cette magnifique... Depuis 2000... En fait, élu la première fois en 2016. Oui, exactement. Réélu en 2017. Oui, monsieur. Un an seulement, déjà en réélection, qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste parce que j'ai été élu dans une élection partielle. Ça arrive. Bon, et là, vous êtes... Oui, ça arrive. Oui. Les partiels. Il faut faire attention non, aux mais partiels. ça arrive que les mandats durent Oui, pas. oui. Tu sais, j'ai été député et je faisais des mandats d'1 an et demi, Oui, 2 tout à fait. ans. C'est pas parce que le monde n'était pas content. Non, là, non. c'est parce que c'était ça. En même temps, les partiels, c'est important de les gagner parce que quand on perd son partiel, ben, il y a difficulté à s'exprimer. Alors, M. Bellavance, expliquez-nous, bon, là, nous, on est invités pour ce forum de développement durable. Expliquez-nous un peu quel est cet événement-là et pourquoi ça se tient à Victoriaville. Bien, le Victoriaville est le berceau du développement durable. Alors, les pancartes qu'on a généreusement prêtées ici pour votre émission le disent bien. C'est le berceau du développement durable. On pourra en faire l'historique tout à l'heure. Mais le Forum du développement durable, bien, c'était logique que ça se tienne chez nous, ici. Oui. Et ce qui est particulier, c'est que depuis 2 ans, bien, en fait, c'est à tous les 2 ans. Et il y a 2 ans maintenant, on a fait vraiment je dirais, une innovation, c'est-à-dire que les participants participent. Alors, souvent, on va dans des... Ben, j'arrive d'un congrès, là, moi, là, puis souvent, tu es assis là, puis tu assistes à des ateliers. Oui. C'est fort intéressant. Les médecins spécialistes, c'est comme ça, souvent. C'est les congrès de médecins spécialistes, ils sont là, ils assistent à des ateliers, puis ils reçoivent... Ben, t'écoutes. Oui. C'est ça. Ben, moi, je ne reçois pas de chèque, par contre. Et là, ben, maintenant, on a réuni donc des municipalités qui vont être assis avec c'est le cas là, actuellement. D'ailleurs, dans le public, il y en a ici. Des universitaires, des chercheurs, des étudiants, étudiantes, des gens qui sont des professionnels en matière d'environnement. Alors, tous ces gens-là sont réunis ensemble et le truc, c'est de faire un projet.
un projet en développement durable. Là, on parle de mobilité durable on a un thème à chaque fois. Puis là, au bout du compte, il y a quelqu'un qui a un projet qui gagne, qui va avoir des sous. OK. Donc, c'est une espèce de ventre du dragon du développement durable. C'est en plein ça. Est-ce qu'on peut dire je sais pas si c'est le ventre du dragon, c'est pas la même chose, Fred, mais c'est un film dans le ventre du dragon. C'est quoi l'édition là, avec les dragons? Juste les dragons. OK. Le ventre du dragon, c'est un film. Okay. Avec Rémi Girard. Je pense que c'est... Oui, OK. Je l'ai pas vu dans la salle. OK. OK. Bon, là, je ne rentrerai pas. Tout ça est très complexe. Vous êtes maire d'une ville et je veux parler de la semaine dernière. Il y a Maxime Pedneau-Jobin, qui est le maire de Gatineau, qui a publié une vidéo sur Facebook où il écrivait, en fait, il parlait dans sa vidéo du problème des villes qui gèrent 58% des infrastructures et qui reçoivent seulement 8% des taxes et impôts. Là, je ne vais pas rentrer dans le pacte fiscal et la fiscalité, mais il avançait que les mandats des villes augmentent de plus en plus dans le cas d'inondation, les tornades, les migrations. Il donnait l'exemple que, dans le fond, les gens, avant d'arriver, par exemple, les réfugiés, avant d'arriver au Québec ou même au Canada, ils arrivent dans des villes. Donc, c'est des nouvelles problématiques que les villes doivent inclure dans leur mandat. La croissance économique est plus au rendez-vous. L'espace requis pour les entreprises diminue, donc les revenus diminuent. Comment on fait pour s'assurer qu'une ville puisse avoir les outils pour tirer son épingle du jeu quand on veut faire du développement durable? C'est un gros défi. Oui, un gros défi. En fait, on ne peut plus juste prétendre qu'on va s'occuper du déneigement, de ramasser les poubelles et de ramasser les taxes. Ça va un peu ensemble, mais c'est plus que ça maintenant. Vous avez tout à fait raison. Et Maxime Pedneau-Jobin aussi, parce qu'il a vécu, inondations, tornades. Mais nous, on l'a reçu l'an dernier. On était à Gatineau pour un des épisodes, puis il disait là, les inondations avaient cours, et il disait on ne s'est pas prévu. Puis malheureusement, il va en avoir de plus en plus avec le réchauffement climatique. Donc, c'est une donnée que les villes devront composer avec ça de plus en plus. Et c'est quand même difficile dans la mesure où le financement avec les paliers de gouvernement, c'est quand même très complexe. Et les villes, on a l'impression que les villes ne sont pas armées pour affronter ça. On est la première ligne. Oui. Et comme gouvernement de proximité, c'est ce que le précédent gouvernement du Québec a reconnu que les municipalités étaient. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut avoir les moyens, effectivement, des responsabilités qu'on a. Et j'ai déjà œuvré sur une autre scène où on parlait de déséquilibre fiscal. Oui, je me rappelle. Bon, c'est un peu le même truc. Oui. Mais comment ça peut... Est-ce que vous voyez... Est-ce que les différents paliers de gouvernement sont conscientisés par rapport à ça? Vous sentez une ouverture où il y a encore un jeu de... non, nous, on tire de notre côté, puis ces revenus-là, parce qu'il faut quand même que les paliers plus hauts redistribuent ces sommes-là pour que les villes jouent leur rôle. Honnêtement, je pense qu'il y a plus de sensibilisation. Il faut dire qu'on travaille très, très fort à plusieurs niveaux. On a la Fédération canadienne des municipalités, on a l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités. Ça commence à faire du monde pas mal aussi, qui parle avec beaucoup de gens qui sont à d'autres niveaux, soit au provincial et également au fédéral. Et il y a aussi de plus en plus d'élus qui sont déjà passés par là. Oui. Alors, on en rencontre régulièrement qui ont été maires, qui ont été conseillers ou conseillères municipales. Alors, dans ces cas-là, il y a une écoute un petit peu plus active. Mais c'est toujours des revendications. On le fait dans divers secteurs. On n'est pas exempt de ça non plus. Sauf que nous, comme les deux autres paliers de gouvernement, on travaille directement avec le même monde. Oui. C'est le même monde, sauf qu'on est la première ligne. Donc, il faut que ce soit reconnu. Bon, il y a un gros dossier qui est sorti la semaine dernière. On va en parler avec Mme Chapdelaine un peu plus tard, peut-être. En fait, pas peut-être, on va en parler. Le grand dossier sur le recyclage, c'est le Journal de Montréal qui publiait ça samedi dernier. Ils ont envoyé un journaliste en recyclage, en fait. Il est sorti puis il était au devoir. Non, c'est blanc. Mais ils l'ont envoyé dans un centre de tri. Et là, l'article démontrait que le recyclage au Québec, c'est un échec. Et Victoriaville a longtemps été, je ne sais pas si c'est encore le cas, la capitale du recyclage. Comment vous réagissez à un reportage comme ça, où on a l'impression que ça incite les gens à ne plus recycler parce qu'on se dit ça ne sert à rien, ça s'en va dans l'enfouissement? C'est exactement le panneau dans lequel il ne faut pas tomber. C'est vrai qu'il y a une crise, c'est tout à fait vrai. Peut-être qu'on était un petit peu, et là j'inclus tout le monde, la société en général, mais on était, disons, je ne sais pas si c'est un aveuglement volontaire, mais avec le marché de la Chine qui était là puis qui prenait à peu près tout ce qu'on envoyait, on n'a peut-être pas pensé à la modernisation des centres de tri, on n'a peut-être pas pensé à être un petit peu plus automatisé, à faire en sorte qu'on soit à la fine pointe de la technologie. On a découvert qu'on ne recyclait pas, c'est-à-dire qu'on triait et on cherchait des marchés pour envoyer ces matières recyclables.
Et il y en avait. Oui. En fait, on ne savait pas trop ce qui se passait en Chine, mais à un moment voulait pas donné, le savoir. ils se sont tannés. Oui. Et là, ils sont de plus en plus... en fait, tout le monde maintenant, parce que là, les gens qui récoltent cette matière-là ont tout à fait le droit, d'ailleurs, d'être de plus en plus sévères avec ce qu'on va leur envoyer. Ben oui. Et c'est là où tu te dis que les centres de tri ne sont pas vraiment adaptés à cette situation-là aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui doivent se faire, mais il ne faut surtout pas arrêter de recycler parce qu'il y a quand même encore des Il y a une marchés. partie, oui, tout à fait. Ben oui, je veux dire, le carton, on a quelqu'un de Cascade ici Oui, qui on va pourrait en nous parler en plus tard, parler. effectivement. On a un lien privilégié. Nous, on est chanceux avoir la proximité de Cascade chez nous, ce qui fait en sorte que nos matières, quand même, trouvent preneur peut-être un peu plus qu'ailleurs, mais malgré tout, il faut donner du bon stock pour parler en bon québécois. En fait, des matières recyclables de qualité. Bon, là, Victoriaville est très actif au plan de développement durable. Je sais que vous avez plusieurs axes et vous vouliez, je trouvais ça intéressant qu'on en parle, qu'on donne des exemples concrets de ce qu'une ville peut faire pour améliorer la vie de ses citoyens dans une perspective de développement durable. Bien, on a beaucoup de choses. Effectivement, il y a plein de mesures qu'on peut prendre. On disait tout à l'heure que ça prend un partenariat aussi avec les autres paliers de gouvernement, mais par nous-mêmes, des fois, on peut avoir des bonnes idées puis qui ne coûtent pas si cher que ça puis qu'on est capable d'appliquer. Par exemple, ici, les gens de Victo le savent, mais de plus en plus ailleurs aussi parce qu'on a exporté l'idée. Mais c'est quand même un secret assez bien gardé. On a mis en place une certification pour des habitations vertes qui s'appelle Victoriaville Habitation Durable. On a mis ça en place en 2011 et aujourd'hui, à Victoriaville, il y a une construction nouvelle sur 4 qui est VHD, qu'on appelle. C'est... En gros... Ben, en gros, oui, parce que c'est l'idée c'est l'idée de notre directeur de l'environnement, Serge Cyr, et avec toute son équipe, les élus de l'époque qui ont mis ça en place. C'est finalement, on s'est dit à l'époque, bon, est-ce qu'on va embarquer dans une certification déjà connue, là, LEED, pour ne pas la nommer, ou d'autres? Est-ce qu'on va faire un quartier vert? Ça s'est fait aussi ailleurs. Mais on a dit non, on veut démocratiser ça. On veut que les gens fassent un peu partout des habitations VHD. On donne des subventions. Alors, tu vas avoir des VHD 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, donc des subventions de 3 000 à 8 000 $. Et c'est simple. Tout ce qui est le plus simple, mais qui vont quand même te permettre des économies assez appréciables, par exemple pour l'eau potable, avec des toilettes à faible débit d'eau, l'isolation. L'isolation, merci. Alors, même la façon de placer les fenêtres, la maison, tout ça. Alors, ça fait en sorte qu'on a des économies d'échelle, mais évidemment des maisons qui sont maintenant plus vertes. Mais quand on parle de développement durable, c'est pas juste l'environnement, c'est aussi le développement social. Et on pense aussi aux gens qui doivent rester le plus longtemps possible dans leur demeure. Donc, déjà, on prévoit dans ce programme-là... Pour fuir et se protéger du réchauffement climatique, ils doivent rester dans leur maison. Alors, il faut faire des maisons durables. Rester là en termes d'années, je parlais, pas nécessairement rester là et pas en sortir. Les gens vivent trop vieux. Hein? Eh bien, faites-moi pas dire ça. je veux être élu. On le sait, il y a trop de gens. Je veux être élu à la prochaine élection. Je vais pas dire ça. Oui, bien, c'est ça. Oui, bien. Et donc, on pense à l'accessibilité universelle. Donc, déjà, les gens qui adhèrent à VHD vont devoir avoir des portes plus larges, des interrupteurs un peu plus bas. Tout est déjà adapté. Il n'y a pas une rampe là, déjà pour les personnes handicapées, mais éventuellement, la maison va être prête pour que les gens puissent y demeurer plus longtemps. Et j'imagine aussi, sur le plan de la mobilité durable, vous êtes actif aussi de ce côté-là, parce que c'est un enjeu extrêmement important aussi dans le développement durable. On vient tout juste de lancer un plan de mobilité durable. On vient d'avoir une subvention également. Nous, ici, on a le taxibus, par exemple, qui est vraiment un grand succès, mais on atteint une certaine limite, là. On a plus de 230 000 déplacements par année maintenant. Ça fonctionne comment, par exemple, le taxibus? C'est le taxi. Tout simplement. Dans un autobus? Non, taxi, bus. Alors, c'est le taxi qui fait office de bus. Ah! Donc, promène-toi, Fred, en ville, tu vas voir des petits arrêts avec un petit véhicule dessus. C'est un taxibus? Oui. Et là, tu t'abonnes, tu appelles, tu as quelques minutes avant, tu vas t'installer à ton arrêt de taxibus. Puis là, ça se peut que tu ne sois pas tout seul dans ton taxi, par exemple. C'est d'où le bus. C'est comme un autobus. Ah oui, comme un autobus, ben oui. Et c'est ça. Mais on n'est pas les seuls à voir ça. Ça existe ailleurs au Québec également. Fait qu'on a changé l'autobus. Là. Écoute, j'étais petit quand il y avait un autobus ici là, pour le système de taxibus. Alors, c'est un grand succès, mais il faut développer d'autres façons de favoriser le développement, c'est-à-dire le transport collectif. Tout à fait. On a encore des plans, des projets. Parce qu'on reste, on va le dire, dans une société où l'automobile a encore une grande place et que c'est quand même difficile
Moi, j'habite à Montréal. J'ai habité en région et je sais que la voiture, puis pas besoin d'être loin, là, c'est vraiment primordial pour se déplacer. Puis au Québec, on a encore, je pense, l'automobile est extrêmement imbriquée dans la culture québécoise et c'est difficile de changer d'habitude. C'est pas différent ici. Non. On va à un match des Tigres, tiens, comme tu parlais tout à l'heure. Puis là, le stationnement est bien plein, mais le Colisée n'est pas toujours si plein que ça. Là. Puis moi, le premier, là, je suis parti de chez nous, je suis allé avec mon auto, mais la mienne est quand même électrique. J'espère. Hybride. Sinon, vous ne seriez pas autour de la table, évidemment. J'ai pas d'hélicoptère. J'aimerais le préciser. Il l'avait derrière la tête depuis le début. Bon. On a beaucoup de pistes cyclables ici, plus de 80 km de réseau cyclable, mais tu vois, à un moment donné, il faut consolider. Là. On n'a pas bouclé la boucle. Alors ça, on va faire ça aussi pour permettre il y a des endroits où ça coupe, là, ça finit par finir. Mais là, il faut investir là-dedans aussi pour faire en sorte que les gens, quand on les incite à faire du transport actif, qu'ils puissent s'y rendre. Oui, voilà. Merci beaucoup, M. Bellavance, de nous avoir accueillis. Je pense que c'est important quand on vient dans une ville de parler au maire. Alors, merci beaucoup d'être avec nous pour cette balado. Et évidemment, quand on vient à cette balado-là, chaque mois, on veut sortir de Montréal pour aller parler d'actualité dans les régions du Québec. On a avec nous Simon Jaudoin, qui est de Tour du Québec, qu'on connaît au voir également, mais qui est un grand baroudeur. Mon Dieu, que j'aime pas ce mot-là. Des routes du Québec. Et c'était tout à fait normal de l'avoir avec nous à Victoriaville. Vous, ça faisait longtemps, Simon, vous n'étiez pas venu à Victo? Oui, ça faisait longtemps. Et je dois admettre que c'est quand même un souvenir. Ça l'a fait 15-20 ans que je n'étais même pas venu dans la région. La dernière fois, c'était à Saint-Fortuna. Il y avait là François Gould, pour ceux qui se rappellent, qui était tout un personnage, qui organisait ce festival. Qui est toujours tout un personnage. Oui, c'est un drôle de pistolet. Oui. Et qui organisait ce fameux festival de Saint-Fortuna qui consistait à faire venir des gens à l'hôtel puis à fêter toute la nuit, en fait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais donc, effectivement, c'était Saint-Fortuna. C'était un peu comme, le quai des brumes là, des Appalaches, un peu, si vous voulez, à cette époque. Je crois pas que ça dure encore, ce festival, mais toujours est-il que j'avais hâte de revenir, d'autant plus que, vous savez, avec Tour du Québec, sur tourduquebec.ca, puisqu'il faut que je le plug habilement, les gens peuvent nous envoyer des idées de destination, des trouvailles, des choses auxquelles on devrait s'intéresser. Et plus tôt cette année, j'ai reçu donc un courriel de quelqu'un qui voulait m'inviter à venir spécifiquement dans le coin ici. Et je vous en lis quelques lignes parce que, vous savez, j'aime bien faire de la chronique routière et vous donner des bons conseils routiers, des coins où il faut passer. Et il nous dit, je vous parle d'un coin du Québec qui est peu connu et qui mériterait le détour. La route 161 entre Arthabasca et Garde-By. C'est bien Garde-By qu'on prononce, hein? Tout à fait. Bon, j'avais demandé en coulisses, mais il y avait un gars de la place et il ne savait pas. Donc, en longeant la rivière Nicolet. Mais c'est parce qu'il y avait des gants blancs, un maquillage blanc, puis il cueillait des fleurs dans le vide. Non, mais c'était un habile géographe parce qu'il a déduit qu'à cause de Granby, on pouvait dire Garde-By. Donc, bon point. Oui, bon point quand même. Un latiniste de la région. Et donc, étant plus spécifiquement en Chesterville, Notre-Dame-de-Ham, Saint-Martyr canadien, tout ça, toute cette route-là. Donc, aujourd'hui, et il me donne un conseil touristique aussi à la fin sur lequel je reviendrai plus tard. Donc, effectivement, je dis, puisqu'on vient à Victoriaville, faisons un long détour. Il y a plein de moyens de venir ici qui ne sont pas de prendre la 20 et la 955. Et de rouler vite jusqu'à destination et d'arriver étourdi. Moi, aujourd'hui, j'ai voulu passer en sortant à Saint-Liboire, en passant par Actonville, Richemont. Je vous dirais que... Vous savez, ma grand-mère est née à Upton, à côté d'Actonville. Écoute, on la salue. Oui. Et elle est décédée, ça fait déjà 35 ans. Oui. Ah bon, mais... on peut la saluer quand même. Vous savez, avec Internet, il n'y a plus de limite. On a une antenne qui a une portée incroyable. Mais toujours est-il qu'après Richemont, on passe par Asbestos. Émouvant, Asbestos. Et ma chronique aujourd'hui va se dessiner. Effectivement, il y a l'idée du développement durable dont vous avez discuté ici. C'est quand même aussi cette semaine où on parle beaucoup d'environnement, mais vraiment beaucoup, qui va le culminer demain, vendredi, avec ces grandes manifestations. Mais aussi cette commission, ces auditions sur les pesticides. Bon, Godefroy va nous en parler. Oui, il va nous en parler plus. Je ne veux pas m'attarder sur la commission. J'espère qu'il est fâché. Mais quand même, dernièrement, on a aussi parlé, pas de cette région-ci, mais c'est quand même pas très loin, quand la rivière Yamaska, dans un dossier de la presse cette semaine avec les pesticides. Mais bon, c'est à côté.
côté, mais il y a des rivières comme ça, il y en a une puis un autre, et il y en a plein par ici aussi. Donc, si vous voulez, je voulais envelopper cette idée-là dans cette chronique et même en faire, mettre cette thématique sur mon désir routier. Oui. Mais quand on arrive à Asbestos, c'est quand même, il y a une symbolique. Là, moi, j'aime toujours repasser par là. D'abord, c'est très beau, le paysage. J'ai trouvé un rang, c'est le deuxième rang qui s'en va vers Wotton. Prenez des notes, là, ceux Oui, qui écoutent, qui on aiment se prend des balader. notes à la maison. On roule là, le paysage est magnifique. Mais quand même, Asbestos fait office de traumatisme dans l'histoire du Québec pour quelques raisons. oui. D'abord, cette fameuse grève de l'amiante. Oui, Hein, oui. on utilisait la loi du cadenas, on tabassait des gens, les accusant de communisme. Oui. Mais littéralement. Là. Oui. Mais aussi, cette idée d'un développement industriel qui était le cœur de la région ici, pour quelque chose qu'on s'est rendu compte plusieurs années plus tard que finalement, c'est un poison. Tout à fait. Il y a quand même cette idée-là. viande, ouais. C'est bon de se le remémorer. Mais même le paysage nous parle, le nom des villes nous parle comme ça. Donc, j'ai fait ce chemin-là. Un autre chemin que j'aime bien prendre aussi quand je remonte dans la région, c'est évidemment la 112 par Sherbrooke. On passe par East Angus, Whedon, et on remonte ici par ici. Toujours est-il que ce fameux petit terrain de jeu là, entre Saint-Martyr canadien, Garde-Beach, justement, Âme-Nord, c'est vrai, c'est magnifique. Ça faisait longtemps que je n'étais pas repassé là. Souvent, on va penser, les gens vont dire, on va aller faire des balades, c'est l'automne, on va aller se promener, et on va penser, bon, on va aller en Estrie. On va aller voir les couleurs. Ouais, on va aller aux pommes. Hey, les pommes, bon. On va aller dans les Laurentides, on va aller voir la fin de semaine des couleurs. C'est toutes des belles régions, je les aime toutes, vous le savez. Mais c'est vrai, comme le disait mon interlocuteur, que la région ici peut être facilement oubliée, peut-être un peu coincée entre la Montérégie. C'est la continuité naturelle des cantons de l'Est. Hein? Oui. Et c'est magnifique, le paysage est très beau, c'est vallonneux. On voit cette fameuse, c'est la rivière Bulstrode, qu'on prononce exactement, et la rivière Nicolet de l'autre côté. Et entre ces deux routes-là, la route 161 et la route 263, il y a tout un réseau de rangs, et franchement, c'est magnifique. Vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, il pleuvait, mais c'était beau quand même. Et demain, je vais passer la journée à me repromener dans ces rangs-là pour Avec faire un peu de photo. poésie, la pluie peut être très belle. Oui, en écoutant un peu de plume sur la route, justement, question de nous rebrancher sur notre humanité. Oui. Donc, alors, c'est beau, c'est magnifique, parfait, on parle de la route, mais cette route-là, toute cette idée de centre du Québec, et c'est là que je voulais en venir, là, c'était ma chronique routière, mais pour ma chronique, peut-être mon volet plus société, cette idée de centre du Québec. Et j'en ai parlé sur une chaîne concurrente plus tôt cette semaine. Je ne vais pas refaire la chronique que j'ai faite à Radio-Canada, mais regardez une carte du Québec à vol d'oiseau, simplement pour vous en convaincre. Là, et vous allez voir... Il faut en profiter parce que des oiseaux, il y en a presque plus. Oui, les oiseaux, comme disait Patrick Lagacé, ils ne se cachent même plus pour mourir, imaginez-vous donc. Ouais. Bon. Mais toujours est-il que quand on regarde à vol d'oiseau le Québec, ça prend une seconde pour se rendre compte qu'on est ici, dans les régions alentours, dans ce qu'on pourrait appeler le garde-manger, et même le grenier du Québec, c'est des terres agricoles. Et quand on nous dit qu'on a oublié cette région-là en termes touristiques... Ça parle quand même sur notre rapport aussi on a oublié l'alimentation. aussi. Alors, quand je reviens à cette fameuse article de la presse et des terres agricoles, tout ça, effectivement, ici, on va faire pousser beaucoup de maïs grain. Okay? C'est une production qui est pratiquement industrielle, pas pratiquement, mais littéralement industrielle. Ça va servir à nourrir des porcs, de la volaille. Les porcs, on va en exporter 70 %. Donc, c'est vraiment une production que j'appellerais énergétique, qui sert à créer de la protéine pour nous nourrir et éventuellement en exporter. Et ça, on a peut-être perdu ça de vue. J'aime toujours, puisqu'on parle de poulet ou de porc, on pourrait parler de pépites de poulet ou de bacon. Là. Mais, non, mais il faut quand même se rendre compte l'immense mécanique qu'il y a derrière tout ça pour que dans toutes les épiceries, à tout moment, 24/7, à toute l'année, il y a toujours la même de pépites de poulet. Tout à fait. Okay? On a peut-être un peu perdu ce contact-là, mais c'est la même chose pour la masse. Êtes-vous en train de nous dire qu'on devrait chérir la pépite de poulet quand on la mange ou manger plus de légumineuses? Ah, J'ai la misère à vous suivre. Quel faux dilemme que vous me proposez là. À moins de se cuisiner des pépites de légumineuses. Je propose simplement qu'on se rende compte de l'aspect carrément industriel. Et là, après ça, on nous dit ça. Là, mais après ça, moi, je veux bien qu'on s'indigne. Je veux bien qu'on lise un reportage comme ça puis qu'on dise l'agriculture. Je veux bien en buvant un latte soya ou un muffin au tempeh, là, Dit-il avec mépris. Oui, en vous mépris, regardant. Et vous qui ne goûtez plus les plaisirs de la vie. Ah non, je les goûte. Oui. Mais dans d'autres formats. C'est vrai, c'est goûteux le tempeh. Mais ça peut l'être, bien apprêté, ben oui. Mais je badine. Mais
ça m'agace. Oui, je veux bien. Il fallait lancer l'alerte sur les pesticides. Il faut en parler. Il faut absolument en prendre conscience. Mais je trouve ça facile de tomber dans cette espèce de critique, non pas de la pratique politique et sociale qui est au-dessus de ça, mais sur le travail des agriculteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que dans les derniers temps... mais au cours des derniers mois, on les a traités d'empoisonneurs, on les a traités d'assassins, on les a traités de pollueurs. Et à un moment donné, il faut bien comprendre que ce cycle de production industrielle-là, il est fait pour que nous y collaborions, nous aussi. Oui. Nous y avons pris part. Vous avez du sang sur les mains. Oui, exactement. Oui. Mais ça paraît pas trop. Avec du tempeh, ça arrive pas? Oui, c'est ça. C'est du jus de betterave. Attendez la production de soya, vous. Mais toujours est-il que c'est à ça que je voulais en venir. Donc, cet oubli touristique, pas de cette région-ci, mais quand même, souvent, il y a des régions très populaires où on va voir des beaux vallons, on trouve ça joli. On oublie de certaines régions, mais en même temps, on a oublié la production qu'on y faisait. Alors, je veux bien qu'on pète une coche, moi, une semaine, comme ça, en disant ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, mais c'est quelque chose, c'est un cycle de production auquel nous avons pris part. C'est un peu comme quand on nous dit on harnage des rivières, ça n'a pas de bon sens. Oui, mais c'est notre lumière à nous qui est éclairée au bout de la chaîne. Donc, le producteur, lui aussi, est au bout d'une chaîne dans laquelle nous sommes nous-mêmes des maillons. C'est à ça que je voulais en venir dans ce propos un peu plus social, mais aussi, puisque cet interlocuteur-là me disait « Oubliez pas cette région-là, elle est très belle ». Cette personne n'a pas de prénom. Non, mais j'ai oublié, c'est M. Bellec, un gars fort sympathique qui m'a écrit ce message. On peut mettre un nom sur un visage. Il me disait, et là, je vais vous parler d'un événement, puisque je vous encourage à venir dans la région, mais aussi à vous intéresser à ce qui se passe en agriculture. Bon, pour la fin de semaine prochaine, et l'autre, pas celle qui commence dans 2 jours, là, vous serez en train de digérer la manifestation, mais celle le 5 et 6 octobre, 12-13 octobre, il y a cette fameuse balade gourmande. Le nom de domaine est très facile à retenir, c'est baladegourmande.ca. Et il y a des marcheurs dans la salle. Parfaite balade d'automne, vraiment, parce que dans le fameux réseau de rangs que je viens de vous parler, les couleurs sont magnifiques. Oui. C'est vraiment hallucinant. Là. Donc, et là, il y a ce type de balade, de circuit. On nous propose 3 circuits avec plusieurs producteurs. Donc, il y aura des microbrasseries, des producteurs de viande, des fromages, tout ça. On peut les visiter. C'est une bonne initiation. Est-ce qu'il y a des cardiologues également? Pardon? Est-ce qu'il y a des cardiologues sur place? Des cardiologues qui sont payés pour le congrès, quoi. Ben là, je sais pas, l'alcool, la viande. Vous voyez tout d'un œil. C'est quand j'ai les lunettes. Vous ne voyez que la fonctionnalité des choses, Fred. Donc, vous pouvez venir vous promener. J'aime ce type de circuit-là. On nous reproche parfois, par ailleurs, de simplement voir les régions comme des endroits où on peut se balader, peut aller manger un fromage. Ouais. C'est vrai aussi. Simplement, ça prend quelque chose pour nous. Quelque chose pour séduire. Toujours est-il, allons-y avec des circuits comme ceux-là. Venons visiter ces régions et discuter avec les producteurs. Mais n'oublions pas que ce qui se cache derrière, ce qui est très bucolique, cette espèce d'épisode romantique d'automne, cache toute une réalité que nous avons peut-être oublié de prendre en compte dans nos réflexions et dans le tissu social qui est essentiel entre ceux qui produisent ce qu'on mange et nous qui le mangeons. Bravo, Simon Jodoin. Alors là, je vais m'entretenir avec vous, Madame Joanne Brochu. Oui. Bon, là, je dois faire une confession. Parlez-nous de vous un peu. Vous êtes professeur? Oui. À l'Université Laval? À l'Université Laval, à l'École supérieure d'aménagement et de développement du territoire, qui est une école qui forme des aménagistes et des urbanistes. Oui. D'ailleurs, il y en a plusieurs dans la salle qui sont des finissants de chez nous et d'autres qui sont en formation actuellement. D'ailleurs, une des organisatrices de l'événement est une de nos finissantes. Ah oui? C'est pour vous dire. Mon Dieu, ça mène quelque part, tout ça. Oui. Bon, moi, je dois l'avouer, je ne connais à rien à l'urbanisme. Vraiment, là. Je connais ça 0-0 et je trouvais ça super intéressant que vous soyez autour de la table avec nous, justement pour moi, m'enseigner. Vous instruire. En 12 minutes, là, évidemment, on n'a pas... Parce que je vous ai parlé au téléphone cette semaine. Ça a pris quelques heures. Vous êtes quand même quelqu'un qui avait
bonne capacité à parler et à mais à vulgariser, mais c'était super intéressant. Puis je trouvais ça vraiment, vraiment pertinent de vous avoir avec nous. Si on voulait, pour les gens comme moi là, qui ne connaissent rien à l'urbanisme, faire une espèce d'état des lieux en 2019 au Québec, je sais que c'est une question qui est large, mais quand même. Oui, je sais, vous êtes essayé au téléphone avec ça, en me disant « Faites-moi une petite histoire de l'urbanisme, s'il vous plaît, en 5 minutes. » On va voir si c'est une école supérieure. On va voir si vous allez relever le défi. Ah, là, ça l'est tout à fait. La preuve que nous sommes ici, c'est une de nos anciennes. Oui, voilà. Je le répète. Voilà. Écoutez, je pense que je vous le mentionnais d'ailleurs. Mais j'ai l'impression, en fait. Complément de question. J'ai l'impression que c'est un peu une science mal aimée au Québec, l'urbanisme. Écoutez, déjà, on va bien partir là-dessus. Est-ce que c'est une science ou c'est un art? Et vous savez, bonne chance pour les 12 minutes. La question se pose. Bon, OK. Oui. La question, elle est fondamentale. Vous savez, je vous dirais que l'urbanisme est l'art de penser les villes. Et quand on parle de l'art, c'est sûr qu'il y a l'art urbain, la statue, la fontaine, qui sont essentiels, qui nourrissent notre désir d'esthétisme et de contemplation. Mais il y a aussi dans l'art de faire les villes ou des pensées, et comme d'accompagner des décideurs, les résidents, les usagers, parce il y a quand même une expertise. Hein? Il faut quand même le dire, c'est pas parce que vous construisez un cabanon que vous êtes nécessairement architecte. C'est pas parce que vous mettez votre sac à poubelle que vous faites une installation artistique. On va se le dire. Bon, OK? On part avec ça. Voilà. Alors donc, dans cet art de penser la ville, et j'insiste sur le mot « penser » ici, ça veut dire que c'est comment on travaille avec ce qu'on a, avec le déjà là, avec des conditions de réalisation qui ne sont pas nécessairement faciles. Monsieur tantôt parlait des régions et de toute cette industrie agroalimentaire qu'on peut aimer pour fendre et qui pourtant fait partie d'un système qui nous fait vivre et qui nous nourrit. La chose est complexe. Et il y a une part importante de la culture québécoise aussi. Exactement. Mais c'est une part importante de toutes les cultures. La façon dont on définit, dont on construit nos milieux de vie, c'est un reflet de qui nous sommes. Et ça nous façonne autant que nous les façonnons, ces lieux. Bon. Vous avez dit tantôt, Mme Brochu, dans la dernière phrase, comment on conçoit les villes, oui, mais comment on prend en compte le bâti. Et là, on en a déjà parlé ici à la Balado l'an dernier, quand on est allé à Saint-Georges-de-Beauce, le patrimoine bâti. On a l'impression qu'au Québec, ça aussi, et là, il y a une maison historique à Québec, la maison Pasquier, qui a été détruite. On a l'impression que le patrimoine bâti n'a aucune valeur au Québec. Ou en tout cas, c'est très difficile chez les décideurs d'en faire quelque chose d'important à préserver. Bon, écoutez, il y a le patrimoine bâti, mais moi, je préfère de parler de patrimoine culturel. Et parce qu'il y a évidemment des maisons qui sont sympathiques et qui sont charmantes, mais qui n'ont pas toujours les nécessités de la vie moderne. La valeur. Oui, mais le patrimoine, vous savez, chez les experts en patrimoine, tous vont s'entendre pour vous dire que finalement, tout est patrimoine. Patrimoine, c'est ce que nous héritons. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec? Et c'est pour ça que je vous disais tantôt, dans l'art de faire les villes, c'est un peu de faire de la musique avec ce qu'on a. Oui. Ah, c'est beau, ça. Et oui, je pense aussi. Je pense que c'est ça le travail. Non, mais c'est beau comme le travail des urbanistes qui sont méconnus et qui travaillent souvent dans l'ombre et qui travaillent dans des conditions difficiles. On peut imaginer des choses, on peut voir les possibles des choses, mais c'est long avant que ça arrive. À se concrétiser. Ah, c'est très long. Vous savez, l'avenue McGill-Collège à Montréal, c'est un tout petit bout de rue, de rien du tout. Écoutez, au lendemain de avant la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 30, on va creuser le tunnel pour le passage du train qui va s'en aller à Ville-Mont-Royal. Et l'avenue McGill-Collège a été inaugurée, j'étais étudiante, dans les années 90. Ah oui. Et ça a été toutes ces années de pourparlers, de présentations, de ceci, de cela, pour arriver à les faire. Bon, là, c'est intéressant parce que vous parlez de McGill College, parce qu'il y a deux cultures dominantes au Québec, francophone et anglophone, dans le patrimoine, parce qui laisse des traces. Et pour avoir, et Simon, je vais avoir d'opinion là-dessus, pour s'être promené beaucoup au Québec depuis longtemps, j'ai souvent l'impression que les villages anglophones, il y a un sentiment, il y a un désir de préservation et sont souvent plus beaux, je trouve, que les villages québécois. Est-ce que je me trompe ou c'est... il y en a des très beaux Québécois aussi, mais je trouve qu'il y a un souci du patrimoine ou de la préservation qui est plus important. Vous qui êtes spécialiste provenant d'une école supérieure, là. Oui, et des formes urbaines, allez-y, je vous en prie. À votre avis, est-ce que je me trompe? Effectivement, on peut avoir souvent cette impression-là.
Mais je pense que ça tient à une culture puis à une façon de voir les choses. Puis il y a aussi certains aspects politiques qu'il ne faut pas oublier là-dedans. Premièrement, ces villages anglophones qu'on trouve magnifiques, n'oubliez pas que le village, par exemple dans l'Estrie, c'est un village qui va toujours être organisé autour d'un commune, qui est un vaste espace vert, et qui va être très bien encadré par des bâtiments, et notamment, enfin pas notamment, c'est très souvent des bâtiments qui ont un caractère public, l'école, la bibliothèque, et ainsi de suite. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, les anglophones qui vont vivre dans toutes ces campagnes et dans ces cantons ne seront pas soumis, je dirais, à la même, je vais aller comme ça, à la même dureté des conditions de vie. Ah, bien ça, c'est clair. Non, mais ça, c'est fondamental. Au Québec, on était un peuple, hein, on était les nègres blancs d'Amérique. Oui. Ça a été long, c'est la Révolution tranquille qui va nous amener à nous affranchir, tout à fait, à nous instruire. Pas parce qu'on était moins intelligents que les autres. Nous n'avions pas les conditions ne accès. sont pas les mêmes. Nous n'avions pas accès à ces choses-là. Et depuis Canada, nous sommes des suprémacistes blancs. Alors, il y a quand même une évolution incroyable. C'est une façon de voir. Mais, donc, pour revenir à cette idée, chez les francophones, avec la révolution industrielle et ce vent, ce souffle de la modernité et des promesses du progrès, a fait qu'on s'est dit plus jamais comme avant. Ouais. Et le plus jamais comme avant venait avec le fait de se débarrasser de ces vieilles maisons qu'on trouvait moins intéressantes, puisqu'on avait comme modèle des choses plus grandioses, alors que les anglophones, ils étaient bien contents, bien à l'aise dans leur petit patelin, en détenant déjà un pouvoir social. Ça, c'est une chose. Et puis, il est vrai quand même que ce désir de rénovation, en fait, je vous dirais, c'est un peu comme les Écossais. Ils ont ce qu'ils ont, c'est encore bon, ils le gardent. Ah, ça c'était... Nous, on a voulu se mettre à la page. On a voulu s'élever à la modernité parce que ça représentait pour nous l'occasion de devenir quelqu'un. Eh bien, avec ça, on a scrappé des affaires. Alors, le clin de bois a pris le bord. Vive le clin de vinyle. Écoutez, ma grand-mère qui cuisinait, du jour au lendemain, s'est mise à acheter des gâteaux Duncan Hines. Elle qui avait passé sa vie à cuisiner, elle en avait marre aussi d'être attachée à la cuisine avec sa tralée de petits. Bon, vous savez, très intéressant. Oui, c'est très intéressant, Madame Brochu. Bon, l'étalement urbain, ça achève-tu, ça, Vera? Ils savent, eux autres, que c'est ma question préférée. Ça achève-tu, ça? Non, ça achèvera pas. Et je vais vous dire pourquoi ça achèvera pas. Premièrement, j'avais un professeur à l'Université de Montréal, Michel Barcelot, que Dieu ait son âme, qui nous disait dans le cours d'une façon très provocatrice, l'étalement urbain n'est pas conceptualisé. On ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est organique. Bien, organique, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais... il faut faire attention à ça. En fait, par exemple, d'université, on va aller autrement. C'est pas planifié. Non plus, parce que tu peux ne pas planifier des choses d'une façon savante. C'est vraiment pas une science, l'urbanisme, en tout cas, ça c'est clair. C'est un art. Vous savez, c'est un art. N'oubliez pas, la médecine est un art. Comment on met des choses ensemble, comment on pose un diagnostic, c'est la même chose avec l'urbanisme. On doit convoquer des connaissances de différents registres. Mais vous me parliez déjà de cette question d'étalement urbain. Je pense que le gros problème vient du fait des formes urbaines auxquelles on a recours pour construire nos milieux de vie. Quand bien même que vous vous obstineriez à faire des TOD, mais à répéter... C'est quoi des TOD? Des TOD, c'est des ensembles qu'on appelle des Transit Oriented Development, qui ont la fureur actuellement. C'est comme le Royal Mount, Fred. À peu près. Bon. Et ça vient des États-Unis, là où on avait des endroits, où on avait des banlieues qui n'avaient aucune desserte de transport en commun. Et puis là, on se creuse la tête pour en faire ici, alors que le TOD, un village bien serré, un quartier bien dense, c'est un TOD avant la lettre. Mais ça, c'est une autre question. Mais... Donc, cette question d'étalement urbain, on revient à ça, alors que ce sont les formes. Parce que la question qu'il faut se poser, quand est-ce que c'est une croissance de bonne loi qui va permettre de densifier certains secteurs, de ramasser des morceaux et d'avoir une densité telle pour qu'on puisse offrir des transports en commun sur des plus grandes distances, et quand c'est de l'étalement urbain. Et très souvent, on associe à étalement urbain une forme urbaine que l'on trouve déplorable. Monofonctionnalité, des rues en croissant où tu dois marcher à peu près 40 minutes pour te rendre à une école qui devrait être à 5 minutes, dite à vol d'oiseau. Et quand il y a trop de monofonctionnalité, parce que entre une mixité
qui n'aurait aucun sens, parce qu'on est bien content de ne pas avoir nécessairement une usine dans sa cour, Non. comme on pouvait avoir au 19e siècle, dans les quartiers ouvriers, et d'avoir une mixité qui est pensée, qui est articulée, qui est pondérée, c'est une autre chose. Et ça, c'est une question de forme urbaine. Et malheureusement, je pense que l'urbanisme tarde à se réapproprier une expertise et une réflexion sur la qualité des formes urbaines. On a fait nos devoirs au niveau politique. L'urbanisme participatif qui renvoie à un désir de démocratie et de participation, je dirais de mise à profit d'une intelligence citoyenne, est une grande avancée. Ce qui tarde, par contre, c'est qu'on se réapproprie les formes urbaines. Et ça, on n'y arrive pas encore, je pense. Écoutez, Mme Brochu, moi, je suis trop vieux pour entamer un bac en urbanisme, oui. Je pense être trop vieux pour... Mais je trouve que... Puis vous savez, c'est la balado de Fred Savard. On veut se promener une fois par mois en région. Et je trouve que ce serait intéressant, vous enseignez à l'Université Laval, qu'on se rende à Québec d'ici la fin de cette saison 2 et qu'on fasse un épisode complet sur cette réflexion sur comment on peut aménager la ville et comment on peut la réfléchir avec vous, avec peut-être d'autres spécialistes autour de la table. Moi, je trouve que ça serait vraiment, vraiment intéressant parce que je pense que votre intervention présentement est vraiment extrêmement passionnante. Ben merci. Vraiment. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. C'est un Parce que rendez-vous. là, on le dit en ondes, là, donc il va y avoir la barre. J'ai pas peur. OK. C'est un Ben rendez-vous. mon Dieu, ben ça, je suis très content. Je vais vous envoyer la soumission parce qu'évidemment, on ne se déplace pas gratuitement à la balado de Fred Savard et ça, c'est très bien parce Mais que nous aussi. tout se négocie. Oui. N'oubliez pas. Oui, parce que comme l'urbanisme... Et qui dit urbanisme dit sens politique aiguisé. Mon Dieu, oui. Ça, j'ai l'impression que vous ne l'avez pas pire, ça. Je me débrouille. Ben, merci vraiment beaucoup, Mme Brochu. Aïe, aïe, aïe. Alors, Godefroy Laurando, de retour cette année. Est-ce qu'on peut répéter que vous êtes le petit-fils d'André Laurando? Génétiquement compétent pour parler d'actualité. Et là, vous étiez en route ici, et là, on voyait des champs. On était dans la même voiture, Communauto, d'ailleurs, notre partenaire qui nous permet de nous véhiculer à peu de frais dans toutes les régions du Québec. Et on voyait des champs avec toutes sortes de légumes qui poussaient et des pancartes, avec des espèces de drapeaux. Et on se demandait, en fait, on savait un peu, mais vous avez éclairé sur ce que c'était. C'était simplement des compagnies de semences, des compagnies d'intrants et de pesticides. Et c'est effectivement, Fred, c'est vrai que madame est extrêmement intéressante. Hein? Moi, je sauterais mon tour. Ah non, allez-y, arrêtez de vous diminuer. C'est tellement différent. On va être complémentaires. Oui. Je cherchais un sujet qui allait toucher au développement durable, puis bon, il m'a sauté dans le visage. Oui. C'était effectivement lié à la commission sur les pesticides qui battait son plein cette semaine. Oui. Et donc, ils ont entendu des témoins qu'ils avaient invités, dont le fameux Louis Robert, Oui. comme dans l'affaire Louis Robert. Ça nous ramène à l'hiver passé. Ce fameux agronome du MAPAC, renvoyé pour avoir dénoncé ce qu'il lui appelait la mainmise du privé sur en fait, l'influence indue des grands producteurs de pesticides dans l'agriculture. Et contrairement à vous, Simon, j'avais pas l'impression que ce que je voyais dans les médias, c'était un blâme des agriculteurs, mais plutôt un espèce de constat que le système avait glissé au fil des ans et qu'on avait laissé la place à ces intervenants-là qui sont là pour finalement mettre de l'avant leurs propres intérêts. En fait, c'est que vous êtes d'accord avec moi. C'est que ça. Dans l'esprit de la commission, oui, je ne vois pas un blâme aux agriculteurs directement. Je vois dans l'air du temps, Oui, il y en a, en oui, tout cas, vous un avez certain raison. blâme Oui. qu'ils doivent porter. Plus j'ai lu cette semaine, plus le blâme ne semblait pas dirigé vers eux, évidemment. Je me suis tapé, entre autres, donc les audiences, celle de Louis Robert, donc renvoyé par le MAPAC parce que pas assez fidèle, finalement, à son employeur, pour éventuellement être réembauché suite à une intervention de la protectrice du citoyen avec excuse du ministère et finalement, il se retrouve à témoigner devant cette commission-là qui réfléchit à l'avenir des pesticides au Québec. Donc, c'était tout un retour en force. Parce qu'on a l'impression que ce gouvernement-là n'exclut pas du tout l'utilisation de pesticides. Contrairement à d'autres juridictions ailleurs en Europe, entre autres, où certains pesticides sont bannis, on a l'impression qu'ici, on ménage la chèvre et le chou et on met beaucoup de pesticides sur le chou. L'impression que ça donne, Fred, c'est tout simplement qu'il manque de recherche indépendante et qu'on prend des décisions basées sur des recherches qui sont
qui sont menées et dirigées par des compagnies, tout simplement. Oh là là. Et donc, c'est ça mon thème aujourd'hui, Fred, c'est tout simplement la commission sur les pesticides. J'étais extrêmement content de voir, parce qu'on en a parlé à la balado souvent, j'ai même un informateur du monde de l'agriculture, ce fameux Fardoche, qui me donne des petits... nom de code Fardoche. Nom de code Fardoche, qui m'envoie des articles extrêmement souterrains de La Terre de chez nous, le journal de l'UPA. Et donc, j'étais très content de voir ce bouillonnement intellectuel où on voit finalement des députés de différents partis qui font partie de la commission de la Caperne et qui sont là de bonne foi et qui écoutent des intervenants experts et qui leur posent des questions pour être moins niaiseux à la fin de l'intervention. Moi, ça me fait du bien de voir que ça existe. Après ça, est-ce que notre cynisme sera félicité, c'est-à-dire qu'on va tout simplement retomber dans les mêmes ornières? C'est la crainte que tout le monde a. Mais j'étais très content de voir ça dans les médias. Les premiers sujets qui ont capté mon attention, Simon en a parlé un peu, je vais simplement vous diriger vers l'article. C'était la rivière aux horreurs. On parlait de la rivière Chibouet, qui est une rivière qui serpente entre principalement des champs de grains, intensément traités aux pesticides, principalement aux néonicotinoïdes, parce que vous savez que l'immense majorité, en fait 100% des champs de maïs sont ensemencés par des graines qui sont elles-mêmes pré-enrobées de pesticides. Et donc, principalement des néonicotinoïdes. Et cette fameuse rivière-là est une rivière témoin dans laquelle on prend des mesures depuis 1992 et à peu près tout ce qui a été relevé depuis 2015 contient trop de néonicotinoïdes. Et certains échantillons même dépassent tout simplement le degré de ce qu'on appelle le degré de vie chronique aiguë. C'est-à-dire que c'est pas une bonne place pour vivre, tout simplement. C'est pas une place où aller. Mais allez lire ça, si vous avez envie de vous informer, allez lire l'article dans la presse de Daphné Cameron. Et si vous avez envie de vous fâcher, allez lire Pat Lagacé qui parle de ça. Et vous aurez la dose complète. Les grains de maïs se cachent pour mourir. Oui, exactement. Il y a un autre élément, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on constate que dans ce type de rivière-là, donc, évidemment, tout ce qui est traité, tout ce qui est mis dans les champs finit par aboutir dans les rivières d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas grand-chose à faire contre ça. Par contre, d'aller mesurer l'impact sur les organismes vivants de cette pollution-là, c'est une autre paire de manches, c'est une autre recherche. Et là, j'en cherchais justement pour parler des impacts directs et j'en ai trouvé une. Vous avez peut-être vu dans le Devoir, on parlait de milliards d'oiseaux disparus depuis les années 70. On a perdu à peu près 30% de nos petits oiseaux migrateurs. Et là, on ne parle pas d'oiseaux qu'on chasse, on parle de petits moineaux qui normalement n'ont pas beaucoup de prédateurs. C'est plutôt des oiseaux qui vont tout simplement mourir de leur belle mort. On ne sait pas trop pourquoi. Et on en perd chaque année. Et il y a des chercheurs de l'Université de Saskatchewan qui sont intéressés aux populations d'oiseaux migrateurs, mais des petits oiseaux. Et ceux qui chantent, qui nous réveillent le matin à Montréal, ils sont des migrateurs et ils circulent à travers les champs au printemps et ils remontent vers ce qu'on appelle le spring break des moineaux. Et c'est là qu'ils vont se reproduire et faire des nids et avoir et boire de la Coors Light. Peut-être, c'est possible. En écoutant du hip-hop. Et donc, on connaît leur trajet chaque année et les chercheurs sont installés dans ces champs-là et ont tout simplement simulé chez ces oiseaux-là ce que ces oiseaux-là font réellement, c'est-à-dire manger des grains qui, dans la plupart des cas, sont là pour ensemencer les champs au printemps. Donc enrobés de pesticides. Exactement. Et on a été capable de mesurer la dose moyenne. Et donc, on est allé voir des oiseaux qui n'en avaient pas mangé et on les a tout simplement injectés. On leur a donné une dose de néonicotinoïdes, ce fameux pesticide que tout le monde connaît dans les médias partout. Et, mais par contre, qu'est-ce que ça peut bien leur faire? Et laissez-moi vous dire, Fred, ça leur fait pas du bien. Non! Non, ça leur fait pas du bien. Ce que ça fait, c'est que ça fait baisser leur masse corporelle radicalement dans les heures suivantes. Ça fait baisser le taux de gras jusqu'à moins 19 %. Donc, un oiseau peut perdre 19 % de sa masse adipeuse. Et l'oiseau, son but dans la vie à cette période-là, c'est de grossir pour voler le plus longtemps possible. Mais est-ce que c'est le principal effet, la perte de poids? Parce que là, ça pourrait dire que l'industrie, si elle ne peut plus épandre, va se recycler en cure d'amaigrissement. Et là, c'est là qu'on se rend compte que la balado, c'est un art. Quand on entend ça, on se dit, mon Dieu, c'est pas une science. Faire des liens, c'est extraordinaire. Mais ces petits oiseaux-là, donc, sont affaiblis par cette perte de poids. Et au lieu de rester 3-4 heures dans un champ et de repartir vite au fameux party de moineaux, ils vont rester là 1 journée, 2 journées, 3 journées. Ça fait des oiseaux un peu slackers. Et ça peut faire toute la différence quand on arrive au site de nidification en dernier. Ça peut faire la différence entre une vie de famille réussie et un échec flagrant. Donc, parce que vous savez que j'aime vulgariser, Fred, alors, imaginons 2 familles de moineaux qui partent. Une qui est en pleine forme, qui mange des petits grains, santé, et qui se rend, mettons, autour de la rivière des Prairies, arrive là en premier, se fait un petit nid en
petite brindille, Petite vraiment brindille, coquette. Glané ça et là. Ça et là autour, avec le sourire au bec. Et un autre oiseau maigrichon, fatigué, empoisonné par les pesticides, qui arrive vraiment en retard et finalement, lui, réussit au mieux à se construire un nid en vieille tie wrap et à se trouver un trou dans un tuyau de sécheuse à bois brillant. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Mettez-vous dans la peau de cet oiseau-là, c'est un échec. Oui. Je tourne ça en blague, mais bref. Mais c'est pas drôle, on a ça, pas là. du tout. Non. Mais c'est sympathique. Le nid en tie wrap, je trouvais ça bon. Les semences, donc, qui ont été ingérées par ces oiseaux-là, année après année, parce qu'ils font toujours le même parcours, ben, c'est un des impacts négatifs connus, mesurés maintenant. Cette recherche-là a été publiée dans Science. Donc, c'est une revue, c'est une recherche canadienne. Oui. Donc, on a nos rivières polluées. On a ces oiseaux-là qui arrivent plus à se faire des beaux nids parce qu'ils sont trop faibles. Oui. J'espère bien, Fred, qu'on a des preuves et que ça vaut la peine vraiment pour nos agriculteurs d'utiliser ces néonicotinoïdes. Mais j'espère que ça a des avantages. On mise là-dessus. On dit ça se pourrait pas. Et là, c'est là qu'on revient à la Caperne et la fameuse commission sur les pesticides, à l'histoire de Louis Robert. Et Louis Robert, j'ai écouté son 45 minutes d'allocution. Vous, c'est votre Netflix. Je m'amuse avec ça. Comme ça. Moi, je pèse sur pause, puis je prends des notes, j'étire ça sur 2-3 heures facilement. Wow. Et on voit les questions des politiciens, puis on se dit, mais coudonc, est-ce que vous avez un beau nid à la maison? Il y a quelques tailles rap. Pour tenir des portes d'armoire, des choses comme ça. Mais j'ai des beaux oisillons. Oui, en santé. Oui, tout à fait. Donc, ce que Louis Robert a dénoncé dès le début, Louis Robert, le fameux agronome, depuis le début, lui, il dénonçait l'ingérence du privé. Pas tant parce que les lobbies sont extrêmement puissants, c'est parce qu'on leur a laissé la place. Oui. C'est ça que lui prétend, et c'est pour ça qu'il s'est fait virer du MAPAC, parce qu'il avait dit ça aux médias, et il a été finalement réintégré. Et ce qu'il a dit à la commission, c'est « Merci de me permettre de répéter ce sur quoi on travaille au MAPAC depuis 20 ans, et que je vais pouvoir dire aujourd'hui à un auditoire plus vaste. » Et c'est vrai, ça a été dans les médias partout. Ben oui. Ça a été contredit un peu. Le ministère de l'Agriculture est venu pour dire à la place du privé, peut-être qu'on pourrait considérer que ça a du sens. L'Ordre des agronomes aussi est venu et est allé contredire Louis Robert en disant, parce que lui, une des choses qu'il disait, c'est premièrement, nos résultats de recherche ont été détournés. Le fameux CEROM, le Centre de recherche sur les grains, c'est pas tout le monde qui connaît ça, mais bon, c'est un centre de recherche public financé à 95 % par le public, dont le conseil d'administration comptait plusieurs membres de l'industrie des pesticides. On arrive avec des résultats de recherche sur les néonicotinoïdes. Et qu'est-ce qu'on découvre, Fred? Qu'est-ce qu'on découvre? Je ne sais pas, mais je vais être en colère, je pense que oui, on se rend compte que finalement, les risques associés à une semence, associés aux insectes, est relativement faible, quelques pourcents, 1, 2, 3 %, ça ne vaut pas la peine. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire percoler l'information. Ce n'est pas les scientifiques qui sortent de leur laboratoire pour vulgariser. Ce sont des vulgarisateurs qui sortent. Et là, lui dénonce encore une fois l'énergie que le privé est capable de mettre pour défendre leurs produits comparé à ce que le MAPAC peut offrir en transfert d'informations. Et lui avait l'impression de prêcher dans le désert. Ensuite, dernier étage, corrompu selon lui aussi, c'est son affirmation, c'est que les agronomes conseillent, il y en a une trolley qui travaille pour l'industrie, qui sont salariés. Et donc, ils ne sont pas payés pour conseiller les agriculteurs pour utiliser d'autres méthodes. Non, il y a une partie de leur travail qui est liée à la vente d'insecticides. Alors donc, ce que lui affirme, c'est que ça n'a pas sa place et qu'un ordre professionnel ne devrait jamais autoriser une telle chose. Bref, c'est pas une position que je défends, c'est simplement ce que j'ai compris. Les gens ont le droit d'avoir une position. Tout à fait, je leur donne ça. Moi, je suis extrêmement neutre. Très neutre. Oui. Par contre, il y en a un qui n'est pas neutre, c'est ce sacré Louis, parce que lui est un peu tanné. Il décrit la situation, il dit, on a les recherches, on a les résultats, on a l'équipe qu'il faut pour transmettre le message et on arrive au bout de la ligne et les agriculteurs continuent à utiliser les néonicotinoïdes parce qu'ils se font recommander de le faire et ils ont peur de faire des pertes tout simplement et ils ne prennent pas de chance. J'ai un extrait qu'on a tiré de la Caperne de Louis Robert qui parle des néonicotinoïdes. Donc, c'est assez décourageant pour un agronome d'expérience, des agronomes d'expérience comme nous, de constater ça, qu'on est devant une évidence scientifique aussi claire et limpide, là. Puis que c'est tout bousillé, qu'on se ramasse avec une réglementation qui ne peut pas s'appliquer parce qu'en plus, les produits changent. Puis de toute façon, on n'a pas besoin d'insecticides sur les semences. Donc, tout ça est un peu absurde. C'est vraiment désolant de voir ça. Et moi, comme je le disais, ça me fait peur d'essayer d'imaginer de temps en temps qu'est-ce qui va arriver si on veut venir à bout de la réduction de la dépendance au glyphosate, par exemple, qui, ça, est une problématique super passionnante pour un agronome, mais dans le système actuel, là, je suis pas optimiste trop tôt. Eh, boy.
Et voilà, Ouais. ça faisait partie de son plaidoyer. Et donc, c'est un exemple très précis des néonicotinoïdes pour lesquels il y avait de la recherche robuste, concluante, et où Et malgré tout... l'information ne s'est pas rendue. Pourquoi? Parce que le privé a pris la place et défend simplement ses intérêts. L'erreur, c'est peut-être de leur avoir donné cette place-là. Alors, je ne veux pas tomber, Fred, dans une fin de chronique où je dirais simplement, j'espère donc que finalement, après avoir appris tout ça, on va se mobiliser et que les décisions politiques vont suivre la logique. À la place, je vais plutôt citer le Doc Mayou. Ah, mon Dieu! On reste dans la science? On reste dans la science, dans l'art. Dans son cas, c'était de l'art. Je le cite là à peu près, je me rappelle des lignes ouvertes que Lui j'ai aussi, citées. c'est toujours à peu près, fait que c'est Oui, pas mais grave. c'est vrai. Oui, mais donc, selon lui, la conscience, la prise de conscience est un processus à sens unique. Une fois que tu as compris quelque chose, tu ne peux pas revenir en arrière. Et c'est l'impression que j'ai, c'est qu'après avoir compris les enjeux qui ont été soulevés par la Caperne dans cette commission-là, je pense qu'il y a une masse de personnes qui savent maintenant de quoi il est question. Et j'ai l'impression que si on peut talonner un peu ce sujet-là, on va être capable de mesurer au moins quels seront les impacts et on les jugera au résultat. Mais moi, j'ai trouvé l'exercice démocratique de la commission louable. Et puis, c'est une espèce de bouillonnement intellectuel que moi, j'ai beaucoup apprécié. Et je m'engage, moi, comme humble serviteur, à suivre ce dossier-là pour vous tous. Ben, merci énormément, Godefroy Lorando. Alors, on va rester dans le domaine de la grande entreprise. Bon, ça va être différent. Marie-Ève Chapdelaine, merci. Vous êtes... Parlez-nous de vous un petit peu. Et là, Fred, j'ai l'impression que je dois te convaincre dans les 10 prochaines minutes que la grande entreprise, c'est pas ARC. Oui, un petit peu. Ben, regarde, je fais des blagounettes, bon. Mais quand même, j'ai tendance à me méfier des grandes entreprises en général. Moi, je fais jamais mes courses chez Costco. Je préfère aller dans les petits commerçants, le commerce de proximité. Et mon papier de toilette, idéalement aussi dans les petits commerces de proximité, mais ça n'existe pas vraiment. Alors, on doit se tourner vers des compagnies comme Cascade. Fred, il faut que je prenne la balle au bon. J'ai arrêté d'aller chez Costco la journée où ils ont arrêté de vendre le papier de toilette recyclé de Cascade. Et c'est même pas une blague. Bravo! Mais ils en vendent chez Costco du papier Cascade. Ils ont arrêté d'en vendre pendant plusieurs mois et ils m'ont perdu à ce moment-là. Bon. Alors, j'attends votre courriel. Confirmez-moi qu'il y en a au marché central, puis j'y vais. OK. Bon. Donc, parlez-nous de vous. Vous êtes chez Cascade, vous êtes responsable... Du développement durable chez Voilà. Cascade. Bon. Je suis là, ça fait 13 ans. Oui. Et quand je suis rentrée, je m'en allais acquérir l'expérience grande entreprise. Je voulais savoir c'était quoi. Puis finalement, je pensais à faire un petit 2 ans d'expérience. Puis 13 ans plus tard, je suis encore là. Et parlons de Cascade, qui est un fleuron de la région. On peut dire ça? Oui. Pas tout à fait à côté, là. Oui, à côté, 20 À côté, minutes d'ici. je pensais que c'était plus quand Le siège on social laisse, est à Kings Phase, qui est à 20 minutes OK, d'ici. oui. On a des bureaux un petit peu partout en Amérique du Nord, de 90 unités, 11 000 employés dans 6 pays. Oui. Canada, États-Unis, on en a en Europe aussi. Mais au développement durable, je chapeaute, dans le fond, moi, au développement durable, on est une petite équipe et on chapeaute les activités nord-américaines seulement. On ne touche pas à l'Europe parce que, en général, à l'Europe, on n'a pas mainmise sur les opérations des usines qu'on possède là-bas. C'est surtout des joint ventures qu'on a. Mais je m'occupe de l'Amérique du Nord. Donc, dans le fond, mon rôle au développement durable, c'est de m'assurer que les unités d'affaires sous le grand chapeau Cascade sont alignées avec des objectifs de développement durable, que ce soit la réduction de la consommation d'eau, réduction des émissions de gaz à effet de serre, réduction de la consommation d'énergie, réduire les accidents au travail, donc améliorer la santé et sécurité au travail. On a des objectifs comme ça qu'on a mandaté les unités d'atteindre en vue d'être une entreprise encore meilleure, toujours et toujours. Est-ce que c'est difficile? Parce qu'on a l'impression que ça peut être, là, rapidement, sans connaître les dossiers, mais de l'extérieur, on a l'impression que ça peut être un peu incompatible parce qu'on a l'impression que d'être une entreprise responsable sur le plan environnemental, c'est nécessairement... ça va nuire à la profitabilité ou à la productivité d'une entreprise. Est-ce que c'est difficile pour une entreprise d'embarquer dans le développement durable et d'avoir une conscience environnementale? Peut-être pour certaines. Pour nous, c'est facile de convaincre parce que ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. L'entreprise, elle a été bâtie parce que les frères Lemaire se sont rendus compte qu'il y avait des vieux papiers qui finissaient à ce moment-là dans le dépotoir. Oui, j'ai lu en fait qu'à l'origine, à la fin des années 50, M. Lemaire et son fils ramassaient des trucs recyclables dans la région de Drummondville, puis allaient vendre ça en dessous du pont Jean-Cartier à Montréal. Est-ce que j'ai bien lu?
Ils ont commencé comme ça. Ils ont commencé à ramasser des matières dans les dépotoirs. Ils ont vu où est-ce qu'il y avait de la valeur encore à certaines matières. Puis ils ont dit, s'il y a encore une valeur, selon nous, il y en a sûrement pour quelqu'un d'autre. Ils ont commencé à vendre des matières recyclées comme ça. Et puis, les vieux papiers sont arrivés naturellement. Il y avait déjà du papier qui existait, puis il n'y avait pas de fin de vie à ce papier-là utile, donc ça en allait vraiment à l'enfouissement. Et l'entreprise a commencé comme ça, en ramassant les vieux papiers. Ils ont parti un sideline, finalement. Ils ont ramassé les vieux papiers et il y a des usines qui sont reparties. Donc, la première usine, c'était à Kings Phase, donc à 20 minutes d'ici. Et puis, depuis ce temps-là, il y a eu des acquisitions, il y a eu des constructions d'usines. On est parti d'un moulin en 1964 pour avoir 90 usines à l'heure actuelle, approximativement. Là. On a 96 actuelles. Une notion importante, à mon avis, pas à mon avis, c'est une intuition. Et en fait, c'est pas une intuition du tout. Vous me l'avez glissé au téléphone cette semaine. C'est l'économie circulaire. Qui est quand même... Explique-nous un peu le concept de l'économie circulaire. Bien, on est encore au Québec et dans le monde dans une logique d'économie linéaire, c'est-à-dire qu'on consomme un bien, il y a un bien il y a des matières qui sont extraites, il y a quelqu'un qui fabrique un bien, il y a des consommateurs qui l'utilisent ce bien-là, puis après ça, ce bien-là termine bien souvent à l'enfouissement, aux poubelles. L'objectif, c'est d'un peu défaire ce modèle-là et de tourner vers une économie circulaire, c'est-à-dire que tu vas avoir une autre fin de vie à ta matière. Au lieu qu'elle finisse à l'enfouissement, il y a quelqu'un d'autre qui va lui donner une deuxième vie. Et puis, on parle vraiment d'extrants, d'intrants. Donc, les extrants des uns deviennent les intrants des autres. Puis c'est un peu ça que Cascade fait, dans le fond, parce que on prend les vieux papiers, les vieux cartons de tout le monde, on les reprocesse, on fait des nouveaux produits avec ça, puis il y a une autre fin de vie. Pas pour les produits hygiéniques, on s'entend. En même temps, tu ne me regardes pas. Mais sinon, les autres produits qu'on fabrique vont avoir une deuxième vie. Les emballages qu'on fait reviennent dans la loupe. Donc, l'économie circulaire, c'est le mindset que les entreprises devraient avoir de manière générale. C'est-à-dire qu'on fabrique quelque chose qui doit être à la base utile, on s'entend. Puis après ça, au moins, si notre produit est capable d'obtenir une deuxième vie, soit chez nous ou soit chez quelqu'un d'autre, ça serait la logique à viser en tout temps dans tout produit fabriqué. Bon, tantôt, on en a parlé un peu avec M. Bellavance au début. On disait que Victoriaville était la capitale du recyclage. Et, Luc Ferrandez, entre autres, ancien maire du plateau Mont-Royal, qui est devenu chroniqueur au 98.5, suite au reportage du Journal de Montréal, il est allé d'une envolée. Et ça vous a interpellé? Je me suis fâchée. Oui. Ouais. Expliquez-nous pourquoi. Il a jeté à part que c'est l'ancien maire du plateau, là. Je reste pas à Montréal, je connais pas la clique et tout ça, mais tout le monde en parle. Au Québec, non, mais j'ai trouvé ça dommage, premièrement, pour notre industrie, parce que, on est 11 000 chez nous. Il n'y a pas juste chez nous qu'on vit à partir du recyclage, de la récupération. Il y a plein d'emplois qui sont créés par rapport à ça. À Victo, c'en est un exemple. On a jeté comme un cynisme incroyable sur un marché puis sur une industrie. Mais en même temps, il fallait en parler. Mais il fallait en parler. Oui, parce que c'est correct qu'il en ait parlé, je suis d'accord. Non, mais même le Journal de Montréal qui envoie en fait un journaliste qui s'est fait embaucher dans une entreprise. Sauf que là, sur les médias sociaux, on disait que l'entreprise qu'il a choisie est peut-être une des moins modernisées puis que ça faisait un meilleur papier. On peut en discuter. Mais c'est vrai qu'en ouvrant le dossier, j'ai fait là, les gens vont arrêter de recycler. Mais en même temps, il faut être au courant de ça. Il faut être au courant de ça parce que c'est vrai qu'on a fermé les yeux pendant plusieurs années. On envoyait des matières en Chine. Oui. Mais là, ça, c'est important aussi de dire que c'est pas tous les centres de tri qui faisaient ça. Non. Il y a des centres de tri qui font une super belle job. Il y a des centres de tri qui se sont souciés d'encourager le local, de favoriser l'économie locale et de trouver un marché ici. Il y a des centres de tri qui, malheureusement, ceux dont on fait état tout le temps, on parle toujours des mêmes centres de tri pas bons. Il y en a des pas bons, mais ces centres de tri-là, c'est plate. On ne devrait pas mettre de lumière sur eux autres. Vous ne faites pas bien votre job, mais vous ne devriez pas exister. Mais à quelque part, ces centres de tri-là, ils sont supposés avoir une gouvernance en eux deux autres. Fait que là, c'est la gouvernance aussi qu'il faut pointer du doigt. Fait que je veux juste pas qu'on mette tout le temps la lumière sur les pas bons. Il y en a qui font des super belles jobs. Il y a des matières qui sont problématiques. Il y a des matières pour lesquelles on ne s'est pas attardé non plus. Et pourtant, par exemple? Le plastique, le verre. Mais ça, c'est un problème, vraiment. Puis là, je pense qu'on commence à s'en rendre compte, le plastique à usage unique. Je pense qu'en fait, il y a une réflexion qui est entamée, mais elle ne va pas très loin. Moi, je me promène chez moi
à Rosemont, je regarde le jour du recyclage, le nombre de cartons de bouteilles, de petites bouteilles d'eau qui est envoyé au recyclage. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais là, il y a une discussion qui n'avait pas lieu, qui n'était pas là depuis si longtemps. C'est ce qui est le fun, c'est que le débat a été emmené, il était emmené déjà depuis longtemps, depuis que la Chine a fermé ses frontières, qui est une très bonne chose, soit dit en passant, parce que ça nous a fait prendre conscience qu'on a des matières c'était pas correct. Là, on a envoyé nos déchets. On a envoyé nos déchets à l'export. Fait que c'est correct que ça a été mis sur la place publique. Oui. Là où est-ce que ce que je déplore, c'est que oui, il y a des centres qui fonctionnent moins bien, mais on n'était pas en mode solution du tout. On était juste en train de crier haut et fort le problème. Ça ne fonctionne pas, c'est ça. Mais on peut être en mode solution puis dire aux gens d'arrêter de mettre des matières dans le bac de récupération. Ce n'est pas une solution. Oui. La solution, c'est de trouver des alternatives aux matières. Oui, mais est-ce qu'on ne devrait pas... Là, je sais que Cascade achète. La proportion de matière recyclée au Québec qui est achetée, est-ce qu'elle est combien à peu près de tout ce que vous achetez de matière recyclable? En papier, carton, on achète vraiment un très fort volume. Ouais. Chez Cascade, ils rentrent bon an, mal an 3,2 millions de tonnes de fibres recyclées. C'est énorme. Donc là, juste pour vous faire une image, là, c'est remplissé 165 000 remorques 53 pieds pleines de papier. C'est ça qui rentre dans nos usines annuellement. OK. Mais sauf que sur la proportion qui est produite au Québec, est-ce que vous avez un souci d'acheter le plus possible au Québec, justement, pour participer? On a des contrats avec tous les centres de tri qui fonctionnent bien puis qui se sont dotés de bons mécanismes pour faire des produits et de la matière de qualité, pour nous envoyer des ballots de qualité. On est à contrat avec tous ces centres de tri-là. Il y a plein de centres de tri. Gaudreau à Victoriaville, c'en est un. La matière qui sort de chez Gaudreau, le papier carton, il s'en vient chez Cascade. Ça n'en va pas ailleurs. Donc, oui, la matière, elle arrive. On achète tout ce qui est possible d'acheter au Québec, on l'achète. Évidemment, il n'y a pas 3,2 millions de tonnes disponibles sur le marché. Nous, on a des centres de tri chez Cascade à la grandeur du Canada. On en a aux États-Unis aussi. Fait que notre matière première, elle vient beaucoup. Quand on parle d'achat local, on essaie le plus possible, évidemment, de faire un lien entre le centre de tri et nos usines à proximité. Mais ça arrive qu'on a le volume est trop élevé. Fait qu'il faut qu'on arrive, le papier arrive de plus loin. Bon, là, je le sais, j'ai des auditeurs et des auditrices de cette balado-là qui sont extrêmement exigeants, qui vont dire, bon, là, Fred, tu te fais embobiner, c'est du greenwashing que la madame de Cascade a fait, et on doit l'avouer, il y a quand même des entreprises, là, je ne dis pas que c'est le cas de Cascade, je vais écouter la balado 2-3 fois à la maison cette semaine, je verrai, là, j'ai pas de recul, mais il y a des entreprises qui tentent de noyer. Il y a des entreprises qui tentent de se servir d'un paravent environnemental à des fins marketing, ce qu'on appelle le greenwashing. Ça existe. Oui, ça existe. Oui. C'est là que j'invite les consommateurs à être à l'affût puis à se questionner sur ce qu'on achète. C'est important de savoir ce qu'on achète puis qu'est-ce qui rentre chez nous. Puis très peu de consommateurs vous croyez à ça, acheter, c'est voter? Ah oui, vraiment. Non, je ne dis pas que c'est ridicule. Ah oui, on a un super pouvoir. Bien, ce qui se passe actuellement, c'est ça aussi. Si les gens sortent dans la rue, c'est parce qu'il y a un... Puis on n'arrête pas de dire que consommer comme il faut, là, puis à un moment donné, les cochonneries qu'on nous met en marché, il n'y en aura plus. Ça va finir par arrêter. Mais le système, mais en même temps, c'est difficile de résister à ça aussi. Je pense que c'est de mettre encore, peut-être, au même titre que l'environnement, souvent, on met on dit aux gens, arrêtez de prendre des pailles, arrêtez. Chaque petit geste compte. On met beaucoup de pression sur les individus, alors que le système, il va falloir réfléchir au système aussi capitaliste en tant que tel, qui vise à produire toujours des choses. Je veux bien les recycler. Tu sais, même... On est dans un forum de développement durable, mais le développement durable lui-même est une notion qu'on pourrait discuter. C'est pas une façon masquée d'ennoblir le capitalisme et qu'il faudrait parler... C'est un oxymore, en fait, deux termes qui s'opposent, un peu comme si on dit maxime et science. Là, c'est incompatible. Mais on ne devrait pas parler de décroissance? Oui, entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Répétez-moi ça. Décroissance, j'embarque haut la main dans ce... Oui. Bien, effectivement, pourquoi... tu sais, on fait des présentations. Je fais des présentations dans les écoles pour parler aux enfants du besoin réel. Tu sais, je fais souvent des présentations avant la période des fêtes, avant Noël, pour faire réfléchir les enfants. OK, tu veux quelque chose absolument, là, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux le plus fort? Puis nous, dans la famille, je fais un petit aparté personnel. Non, il n'y a pas de problème, oui. Mais nous, dans la famille, j'ai 3 enfants, puis on a inculqué en jeune âge que nous, à Noël, c'est un seul cadeau. Tu dois faire un choix.
Sont encore, il y en a qui croient encore au Père Noël, il y en a qui ne croient plus, mais il y a un cadeau en dessous du sapin. Je ne voulais pas rentrer dans cette logique-là absurde de déballer à l'infini. Est-ce que c'est un sapin en matière recyclable? C'est un vieux sapin de mes parents. En plastique? Qui date de vraiment longtemps. Oui, sauf que quand ça fait plus que 20 ans qu'il existe... Ça, c'est vulgaire, ça. On sait que le devis est correct parce que ça fait 20 ans qu'il roule. Il est laid, mais c'est pas grave. Non, vous avez raison. J'en ai 4 à la maison, des sapins en plastique de 20 ans et plus. Ça c'est correct aussi. Fred, après 20 ans, ça devient un puits de carbone. Et voilà. Donc, un seul cadeau à la maison. Oui, mais c'est pour emmener cette logique-là aussi, de toujours être... à un moment donné, on n'apprécie plus ce qu'on a parce qu'on en a trop. Fait que pourquoi la décroissance, en tout cas chez nous, on essaie de l'appliquer, puis j'essaie de l'expliquer aussi aux enfants. Trop, vous allez... les entreprises vont fermer. Sauf Cascade, évidemment, parce qu'on aura toujours besoin d'aller à la salle de bain, évidemment. Nous n'arrêterons pas de manger. Les entreprises qui font des produits inutiles vont plus exister. C'est correct? C'est ça. C'est l'objectif. Je donne l'exemple aux enfants. Moi, chez nous, on me ramenait à un moment donné l'espèce de boule squishy. Là. Il y a une espèce de boule anti-stress qui pognait bien gros chez les jeunes. Puis, je dis, ben non, on va commencer à expliquer le cycle de vie des produits. Tu sais, ta petite boule squishy là, que tu veux à tout prix. Là. Bon, ben, elle arrive de où? Qui l'a fait? C'est quoi la matière qui la compose? C'est souvent un enfant de ton âge, Christelle. Tu sais ça, en Chine. Écoutez, Mme Chapdelaine, je suis presque convaincu que... Tu vas venir travailler chez Cascade? Je n'irai pas jusque-là, mais je vais peut-être retourner chez Costco pour acheter un 16 rouleaux de papier recyclé de chez Cascade. Bouh! Ben non, je ne ferai jamais ça, voyons donc, aller chez Costco. Merci beaucoup, pour vrai, de vous être prêté au jeu d'être venu à cette balado et nous parler de ce que fait Cascade en développement durable. Voilà. On a Hélène Faradji qui nous parle de culture à la balado de Fred Savard. Et là, on avait un beau défi pour marier culture et développement durable. Ben oui, parce que quand on parle de développement durable, en général, la culture, c'est un petit peu le parent pauvre. Hein. Oui. On ne sait pas très, très bien comment concilier tout ça. Mais je me suis dit, on commence la saison, on est frais, on est dispo. C'est le temps de se poser les grandes questions auxquelles on ne trouvera pas de réponse. Donc, est-ce que culture et développement durable sont des mots qui vont très bien ensemble? Est-ce qu'on peut concilier préoccupation culturelle, préoccupation écologiste? Intéressant. A priori, pas tant. Je suis désolée. C'est quand même rare que nos objets culturels prennent pour enjeu des questions d'environnement. Ça existe, évidemment. Wall-E est un excellent exemple à montrer à tout le monde, à tous les enfants, c'est vrai. Mais c'est rare. Et... quand on pense à associer ces deux préoccupations-là, on a surtout souvent l'impression qu'on nous prend un peu pour des truffes. Est-ce que vous avez entendu parler du Google Camp pour la planète? Non. Ah, j'adore ça. C'était la 7e édition en août 2019. Ça se passait en Sicile et ça réunissait toutes les stars de ce monde qui sont venues dire, avec la main sur le cœur et probablement les pieds dans un bain de caviar, que la planète, il l'aimait et qu'il faisait tout pour la défendre. Alors, j'imagine que c'est ça parce que participer au Google Camp pour la planète, ça voulait dire signer une clause de confidentialité. Donc, on ne peut pas savoir exactement ce qui s'est passé. C'est un peu comme les parties de Guy Laliberté. Exactement. Mais la presse qui fait encore parfois son boulot à chercher pour nous. Et on a pu apprendre ce que c'était exactement le programme pour les stars. Donc, ils ont eu droit à des ateliers de 9 à 13 heures, des après-midi de détente et des soirées super VIP, un peu comme vos soirées DJ à la Taverna. Fred, Ils ne sont pas si VIP, mais quand même, c'est des soirées. Donc, tout ce qu'on a appris, c'est que ça réunissait 250 invités pendant 3 à 5 jours, au modique coût de 20 millions de dollars pour Google, tout pas grand-chose. Et ça a réuni, parce qu'on a quand même trouvé des photos, Leonardo DiCaprio, Bradley Cooper, Harry Styles, Naomi Campbell ou Katy Perry. Donc, on est entre de très bonnes mains. La planète va être sauvée grâce à nos vedettes. Ce qui est surtout très, très drôle là-dedans, c'est qu'entre le 26 juillet et le 4 août, l'aéroport de Palerme, donc là où ça se passait, a révélé que 114 jets privés avaient atterri sur ces pistes, c'est-à-dire 100 000 kilos de CO2. Peu de covoiturage chez nos stars dans leur jet. Je ne suis pas entrepreneur, mais je me suis dit peut-être qu'on devrait commencer à penser à inventer l'Amigo Express du jet privé ou quelque chose comme ça, un petit peu plus de partage. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, cette idée que culture et développement durable, c'est quand même un peu du gros foutage de gueule, ça me chatouille. Ça me chatouille beaucoup parce que
Mettons que vous faites partie de ceux qui trouvent que Greta, cette chère Greta qui va défiler demain, elle est au choix manipulée, alarmiste, un feu de paille, trop jeune, cherche la gloire ou cupide. Mettons, vous pourriez peut-être... Si on enlève votre accent et on ferme les yeux, on a l'impression d'entendre Éric Duhem. Pareil. Ouais. Pareil. Peut-être que vous pourriez vous délester d'une toute petite partie de cette belle animosité-là et la rediriger vers ce genre d'arnaque qu'est le Google Camp, parce que lui, il joue effectivement de nos peurs et de nos préoccupations pour surtout se payer un gros parti où tout le monde se vautre dans ses privilèges. Sauf que ce parti-là, ils veulent nous vendre l'idée qu'ils réfléchissent. Non, parce que c'est confidentiel. Fait qu'on n'est pas censé être au courant. Donc, c'est 20 millions de dollars dépensés. On en parle quand même. On en parle parce que la presse a fait son boulot. C'est ce que je disais. Oui. Et qu'on a révélé surtout que pour y aller, ces gens-là prenaient des jets privés qui sont quand même extrêmement polluants. Ouais. Mais bon, ça règle pas notre question culture et développement durable. Non. Et si on se met à fouiller un peu pour savoir où on en est, pour savoir ce qui se passe, on réalise assez rapidement qu'on est loin d'être sorti du bois. Parce que c'est pas que les idées, les aspirations, les volontés soient pas là, mais le temps que tout ça soit mis en place, notre planète, elle aura eu le temps de ressembler au décor de Blade Runner à peu près 60 fois. Je vais quand même essayer de démêler ce que j'ai pu trouver. Oui. Et comme d'habitude, quand on parle éco-responsabilité et art, il y a 3 niveaux à regarder. Il y a le consommateur, nous, les producteurs, ceux qui créent l'art, et le monde entier, la planète elle-même. Alors, d'abord, nous, consommateurs, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de favoriser des œuvres qui veulent nous sensibiliser aux questions environnementales, même si en général, il faut l'avouer, parce que c'est le grand terrain de jeu de la science-fiction, c'est souvent sur le mode angoissé, on va tous mourir. Oui, c'est ça, ça peut être lourd à chaque fois aller voir des œuvres qui vont nous sensibiliser sur l'environnement. Exactement. Puis, et je dois dire que j'ai cherché un petit peu dans notre culture québécoise qu'on pouvait trouver. Pas grand-chose, des œuvres qui parlent d'écologie ou d'environnement, c'est pas tout à fait une préoccupation majeure. J'ai quand même trouvé un truc, le hit de l'été, Coton Ouaté de Bleu Jeans Bleu. Si on veut savoir le temps qu'il fait, la solution de la toune est simple, on demande à son voisin, très peu d'empreinte carbone. Ça, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Pourquoi pas. Faut juste s'assurer que le coton est bio, par contre. Exactement. Bon, on a aussi la solution des festivals, par exemple, qui certains vont avoir des programmations dédiées à l'environnement. Ça va être le cas du Festival du Nouveau Cinéma à Montréal qui commence le 9 octobre. Ils vont repasser toutes sortes de films qui nous parle de ces préoccupations-là, comme Soylent Green, film de 73, qui, je vous le rappelle, nous annonçait qu'en 2022, la Terre aurait épuisé toutes ses ressources naturelles. Ah ouais, on n'est pas loin. C'est fou, oui. On n'est vraiment pas loin. On a aussi le festival Oceaga, par exemple, qui a décidé de bannir toutes les bouteilles en plastique. Oui. Mais ça peut paraître du greenwashing de faire ça, mais ça a quand même un impact intéressant et on sent qu'il y a une conscientisation parce que la consommation de bouteilles à usage unique dans ces grands festivals. Voilà, c'est un problème. Énorme, c'est énorme. Donc, on peut décider de favoriser ces endroits-là, mais le problème, c'est que dans ce qu'elle nous donne, la culture, elle peut nous sensibiliser, c'est sûr, mais j'ai l'impression que ça fait quand même longtemps qu'on devrait être plus que sensibilisé et qu'on devrait agir. Ouais. Et c'est là que ça se complique un petit peu parce qu'on rentre dans le domaine de la production culturelle, donc ceux qui font les œuvres. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur un plateau de tournage, mais c'est l'enfer. Ah, ça oui. C'est vraiment l'enfer. Oui. Même pour les tout petits plateaux de tournage, c'est des déplacements en très très gros camions, c'est des décors qu'on va jeter après un usage unique, c'est des bouteilles d'eau à n'en plus finir. Alors imaginez sur les gros tournages... Pour la nourriture, c'est con, mais il y a beaucoup de nourriture parce que les journées de tournage sont longues, assiettes qui sont souvent jetables, fourchettes en plastique, usage unique, beaucoup d'emballage. Beaucoup d'emballage. Mais on veut couper les coûts aussi, c'est ça le problème, c'est qu'on va chez des grandes bannières que je ne nommerai pas, mais qui commencent par COS et qui finissent par CO, où on vend pas cher, beaucoup. Non, mais il y a ça aussi. C'est vrai, ça fait partie des budgets. C'est ça, ça fait partie des budgets qu'on veut. Oui. Mais il faut trouver une solution parce que c'est beaucoup de gaspillage, c'est beaucoup de choses qui sont pas qui sont très néfastes pour l'environnement. Alors l'industrie évidemment s'en préoccupe et le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, en lien avec Québecor, ont initié la charte d'engagement On tourne vert, qui va concerner la gestion des déchets, les déplacements, la consommation d'énergie, etc. Ça a été signé en novembre 2018. Et l'objectif, c'est que d'ici 5 ans, tous les tournages hollywoodiens qui sont faits au Québec, et il y en a énormément, soient carboneutres. C'est super, mais d'ici 5 ans, on a le temps de tourner à peu près 60 Avengers, et ça va être un gros problème. Si on regarde maintenant au niveau international, c'est-à-dire comment est-ce que mondialement, on peut se préoccuper d'avoir une culture qui soit éco-responsable. Bon.
C'est pas plus rassurant. Je suis désolée, mais j'ai pas des excellentes nouvelles. En 2015, l'UNESCO, pour la première fois, a reconnu que la culture faisait bel et bien partie des 17 objectifs de développement durable qui impliquent les 193 États signataires dans l'atteinte de 169 cibles. Alors, par exemple, la protection de la diversité culturelle ou la préservation du patrimoine architectural. On en parlait, c'est des choses qui font partie des réflexions. Sauf que, juste dans son titre, ce programme-là est décourageant, c'est l'agenda 2030. C'est pour 2030, tous ces projets-là. Tout ça sans mentionner le fait que si vous cherchez des renseignements sur les sites web de l'UNESCO ou de tous ces programmes-là, c'est impossible. On se perd dans mille et une sections, sous-sections, avec des titres incroyablement compliqués. Et on se dit que ça devrait être la base pourtant. Le citoyen devrait pouvoir avoir accès à une information claire, décomplexifiée, ça me semble un minimum. Pourquoi ? Parce que ça nous aide à nous sentir concernés, à nous sentir impliqués, et passer des heures sur Google à essayer de démêler tout ça, ça décourage. Ce qui m'amène à vous rendre hommage à vous, Jean de Victo. C'est un petit peu démago, mais c'est vrai. Je suis allée sur le site de Victoriaville, victoriaville.ca, et c'est d'une clarté exemplaire. Que ce soit à propos de ce forum sur le développement durable, du projet ponctuel, le Fonds spécial pour la médiation culturelle, la section agriculture, la section sur le développement durable qui détaille comment ici on s'est impliqué dans une conception plus responsable de la culture. Il y avait plein de jolis exemples, la dimension sociale avec un potager urbain, programme de réduction des déchets en milieu scolaire. Tout est clair, tout est net, tout est précis. Ça ne laisse pas le citoyen complètement découragé. Et ça m'a... Ouais. C'est des magots, mais ça paye. Ouais. La flagorneuse. Mais tout ça, en fait, ça m'a amené à une dernière petite réflexion. C'est que souvent, on entend ce cliché. Moi, à mon petit niveau individuel, je peux rien. Mes actions, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ça changera absolument rien. Je disais tantôt. C'est ça, mais en culture, c'est peut-être pas vrai. Parce que j'ai l'impression que c'est le contraire. J'ai l'impression qu'en termes de culture, plus on pense à petite échelle, en termes de consommation, de consommation responsable de produits culturels, de réflexion locale, municipale, plus on peut être efficace et plus on peut inspirer les autres. Et il faut se rappeler ça, la culture, c'est pas que des livres, des films, des disques, ça concerne d'abord et avant tout notre vivre ensemble. Ouais. Et on a tous notre part à faire là-dedans. Et je crois sincèrement que la globalisation et la mondialisation ne nous sauveront de rien, bien au contraire. Ah ben merci sur ces belles paroles, Hélène Faradji. Belle réflexion! J'en profiterai. Tantôt, vous parlez des grands studios. Sur le plan international, je veux quand même saluer tous les fans de la franchise Star Wars qui, chaque sortie de film, se garochent pour remplir les salles. Parce que Star Wars participe quand même au développement durable en recyclant la même histoire depuis 35 ans. Là, je me tourne vers... On va vous entendre enfin, Éric Duchemin. Ben oui. Merci d'être là. Un plaisir. Parce que tantôt, je parlais que je ne connaissais rien en urbanisme et je peux dire que c'est encore pire peut-être en agriculture urbaine. Et vous êtes directeur scientifique et formation, laboratoire sur l'agriculture urbaine et du carrefour de recherche, d'expertise et de transfert en agriculture urbaine du Québec. Et là, je trouve ça vraiment intéressant parce que, en fait, je trouve ça fascinant qu'il semble avoir un foisonnement de projets d'agriculture urbaine. C'est ce que vous me disiez. Oui, il y a effectivement un foisonnement. Je pense que tout le monde veut faire de l'agriculture urbaine maintenant. Je dirais que lorsqu'on a commencé, voici 10 ans, parce que c'est quand même 10-12 ans qu'on y travaille et on rencontrait des gens et ils nous regardaient avec des petits coins, des petits sourires en coin en disant « Vous êtes qui? Vous êtes des rigolos. » Les promoteurs ne voudront jamais. Étant dit qu'actuellement, on parle de greenwashing. L'agriculture urbaine sert de greenwashing pour essayer de vendre des nouveaux quartiers sur des terres agricoles. Donc, qui sert à l'étalement urbain, etc. Et vraiment, ça n'a aucun bon sens, mais on est rendu à ce niveau-là, parce que je pense que l'agriculture urbaine a pris une place incroyable au Québec, donc, mais au niveau international. C'est pas un effet de mode? Ah non, c'est une mode qui dure et ne fait qu'aller plus loin, parce que je pense aussi que ceux qui le font, ils veulent changer le monde. Puis là, je viens d'apprendre qu'on était des multi-artistes. Ben oui! Parce que déjà, les agriculteurs urbains sont des artistes parce qu'ils font de l'agriculture écologique. Oui. On parlait de l'agriculture urbaine conventionnelle, etc., mais il ne faut pas oublier tous ces petits agriculteurs biologiques. Il y a même un institut national d'agriculture biologique qui est à Victoriaville qui forme ces futurs agriculteurs-là, qui sont des artistes, mais en plus, on travaille en urbanisme.
Donc, Oui. il y a aussi un art. Ah oui. Alors là, on est vraiment des artistes incroyables. On couple 2 arts. Mais comment ça se manifeste concrètement? Est-ce que c'est des... Bon, on pense tout de suite aux fermes Lofa, qui sont un grand succès, mais j'imagine que c'est... Est-ce que c'est un cas isolé? Comme au Québec, là, l'état des lieux de l'agriculture urbaine? Ouais, je pense qu'il y a déjà toutes les personnes qui ont des potagers chez eux. Là. Bon. On a échangé. Oui. Il y a quand même plus de 40 qui en ont OK. à travers le Québec. Oui. Certains arrondissements à Montréal, c'est 19 hectares. Ah oui, quand Donc, même. c'est énorme. Moi, j'ai tenté j'avais 2 boîtes à fleurs, dont une de courge, et il y en a une seule qui a poussé. Elle était longue d'à peu près 9 cm et très massive. Très tight, comme on dit. Je l'ai mangée quand même, elle était très bonne, mais j'étais supposé avoir une quinzaine de courges. Je dis bien, c'est un art. Merci. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut vraiment jamais avoir sorti de Rosemont pour planter une courge dans une boîte à fleurs. Non, mais... T'avais jamais vu de plant de courge avant, hein? Non. Hey, wow. J'ai une amoureuse qui ne l'est plus aujourd'hui, qui a fait ça et qui en a récolté des dizaines, Simon Jaudoin. Ceci explique cela, Ouais, je crois. on a récolté des dizaines de courges. Ouais. Alors, bon, donc ça, c'est les particuliers. Mais c'est pas juste ça, l'agriculture urbaine. Mais par ailleurs, je dirais même depuis, ça c'est longtemps, c'est pas nouveau. Hein. L'agriculture urbaine, il n'y a rien de neuf. Ça fait longtemps qu'on en fait. OK. Après ça, il y a eu jardin communautaire, jardin collectif, et là, ce qu'on voit apparaître, c'est vraiment des fermiers urbains. Donc, Ouais, c'est ça qui est nouveau. C'est relativement nouveau, ça peut peut-être faire 5 ans, Oui. vraiment que ça se développe à l'ensemble du Québec. Dans la ville de Québec, ils prévoient faire une ferme de 2 hectares sur toit dans les prochaines années. OK. Donc, c'est vraiment un truc en croissance. Parce que je pense que la relève agricole est en ville. Oui. Les futurs relèves agricoles est là. Il y a des gens qui commencent à expérimenter dans un bac en face de chez eux. Ils ratent leur cours. Un jour, j'arriverai avec La grosse avec 2 courges. Ou une seule énorme. Ça ne nous regarde pas. Mais non, mais c'est quand même fascinant de penser qu'on va avoir des petites fermes en milieu urbain. Non, il y en a déjà. Oui. Il y a une ferme sur un IGA à Saint-Laurent qui est en production. Nous, on vient de partir un incubateur d'entreprises agricoles. Oui. On a commencé en se disant, on va commencer avec 2000 mètres carrés à l'intérieur. Oui. Très rapidement, ça s'est rempli. On y a rendu 10 membres actuellement et on doit doubler la superficie. Il est encore complet. Grosso modo, dans 5 ans, on risque d'avoir 30 producteurs à l'intérieur avec des insectes, des champignons, des micro-pousses et tout ce qu'on peut imaginer qui s'en vient. On a même un producteur qui va partir en production bientôt, Dôme le Chevalier. Ah ouais. Donc, on va produire de l'Arctic Char, donc arctique plutôt nordique, en plein cœur de Montréal, dans une zone industrielle. Et je peux vous dire que ces poissons sont incroyables. Ça fait du 1,5 kg. Ah ouais, quand même. Et les avantages... sur le plan de développement durable, sur le plan écologique, au-delà de la pratique en milieu urbain, est-ce qu'il y a des avantages? Est-ce que ça a un apport autre que de fournir des fruits et légumes ou des poissons d'1,5 kg? Là? Mais, premier avantage, c'est que ça change complètement nos milieux de vie. On a réussi à améliorer nos milieux de vie. J'ai une longue discussion avec un ami qui est fermier dans le coin de Valleyfield. Il me disait, oui, mais mon paysage, c'est important. Tu comprends que toi, tu me voles mon travail. Je dis, ben non, je te vole pas ton travail. Je produis pour 10 personnes. Toi, t'en nourris 150. Ah ouais. Soyons réalistes. L'agriculture urbaine ne nourrira jamais l'ensemble de la population. Bon, c'est ça qu'il faut dire aussi. Là. Mais non, ça reste mineur. Mais, sauf que l'effet qu'on va avoir sur les îlots de chaleur, sur la biodiversité, en couvrant des toits, c'est ça. Si Paris a un programme, donc la mairesse, c'est le maire président, mais la mairesse a continué, ils sont capables de faire 100 hectares de toits verts, dont 30 hectares de toits maraîchers à Paris. Lorsqu'on passe Paris, on ne passe pas toit plat. Non. Montréal, on pense toit plat. Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'on peut facilement faire autant, mais autant de superficies qui vont être animées par des personnes, qui vont pouvoir nourrir des personnes, on peut en donner une partie de cette production-là, qui vont rendre des services à la ville, de biodiversité, de gestion de matière organique, parce que la fameuse matière organique qu'on doit recycler quelque part, on fait quoi avec un coup qu'elle est compostée? Il faut bien la réutiliser. On peut la réutiliser sur des fermes urbaines, reprendre l'eau. C'est peut-être ça qui me manquait dans mes boîtes à fleurs, un bon compost bien riche pour faire... Ou les abeilles, peut-être? Non, les abeilles, à Rosemont, si vous vivez à Rosemont, oui les abeilles, il n'y a pas de problème. Vous en avez pas mal. Ah oui. Non, ça va. OK. On en parlera plus tard parce que j'ai l'impression que tranquillement, pas vite, là, les gens quittent la salle quand je parle de mes courges. Mais pourtant, c'est passionnant. Il faut essayer les fraises, essayer d'autres choses peut-être aussi. Il y a des plantes, des fois, qu'on n'est pas capable. Pendant longtemps, j'étais incapable de faire des aubergines. Ah?
Là, ça va, là. Là, ça va, j'ai changé de place, j'ai mis sur mon balcon. Très heureux. Bon. J'en ai encore quelques plants dans mon jardin communautaire. Là, c'est plutôt les marmottes qui sont très heureuses. Bon. J'ai envie de parler de locavorisme, un terme que je ne connaissais pas, mais que je pratiquais d'une certaine façon. En tout cas, j'essaie de le faire, c'est-à-dire se nourrir avec de la nourriture qui provient à moins de 250 km, donc de s'assurer de ce qu'on achète, laisse la plus petite trace environnementale. L'agriculture urbaine est extraordinaire pour ça. Elle est extraordinaire pour ça, particulièrement pour le maraîchage. Et si on est prêt à changer notre alimentation aussi, si on veut changer nos types de protéines avec les insectes, on peut faire il y a des fermes d'insectes qui arrivent, on fait des farines, on fait des biscuits. Ça change notre alimentation. Le grillon, entre autres? Le grillon, le ténébrion et autres. Bien entendu, on va réduire. Après ça, il y a toujours des choses. Si on continue à manger comme on mange, le pain, par exemple. Oui. Ça prend des champs de blé. Oui. Le maïs. Si on veut manger du maïs, on avait une soupe de maïs ce midi. Bien, pour faire cette soupe-là, ça prend des grands champs. Donc ça, en général, c'est plus loin. On a une école d'été sur l'agriculture urbaine qu'on donne depuis 11 ans. Et voici 2 ans, on s'est dit, tout ce qu'on va servir le midi aux participants va provenir de moins de 100 km de Montréal. Oui. Je peux vous dire que c'est un changement drastique d'alimentation. Oui. Le pain, on l'oublie. Oui. Il y a plein de choses qu'il faut oublier, donc il faut trouver d'autres recettes d'apprentissage. Et là, peut-être on arrive à la culture de se dire, mais il faut changer notre culture alimentaire. Mais bon, oui, ça en fait partie. Culture qui mange autrement. Ben donc, à moins que je me trompe, là, parce que mais le concept d'agriculture urbaine, c'est aussi de faire en sorte que chaque personne... Parce que j'écoutais récemment un reportage de Jeanne Despins de l'émission L'Épicerie qui parlait des déserts alimentaires au Québec. Bon, il y a des régions... Comme elle donnait l'exemple de Natashquan, où c'est extrêmement difficile d'avoir une variété, en fait, d'avoir une qualité nutritionnelle et que ça a des problèmes de santé publique éventuellement. Est-ce que l'agriculture urbaine pourrait être une façon géographiquement, localement, d'être capable d'avoir une variété qui est sinon difficile avec le modèle actuel où on fait venir par camion des produits qui ont poussé loin, donc on paye une surcharge en transport et ça fait que les prix sont extrêmement élevés. Est-ce que l'agriculture urbaine, il y a un volet qui pourrait servir à contrer les déserts alimentaires au Québec? Oui, c'est pour contrer les déserts alimentaires, vu dans une solution d'insécurité alimentaire, donc les personnes qui ne réussissent pas à manger adéquatement, parce que là, c'est une partie de la population, c'est pas toute la population. C'est déjà utilisé. C'est utilisé depuis plus de 10 ans. Ce qu'on appelle les jardins collectifs, les jardins communautaires, permettent aux gens de produire leur alimentation et de se nourrir. Les personnes immigrantes qui viennent d'arriver, qui en général ont des compétences incroyables à ce niveau-là, réussissent à se nourrir comme ça. Ça ne doit pas être la seule solution parce qu'on a d'autres besoins dans la vie que de s'alimenter. Il y a un chercheur américain qui disait, oui, mais ça va être un dead end, ça va être une fin de vie quelque part parce que la seule chose que tu fais, c'est de planter des légumes pour réussir à te nourrir, toi et ta famille. Bon, l'école, l'alimentation, l'hébergement, etc. C'est aussi d'autres questions que le jardin collectif ne va pas fournir, mais c'est des solutions qui sont déjà en place, que les villes mettent en place actuellement, promuent beaucoup. Victoriaville le fait. Mais est-ce que Rosemont le fait. Oui, mais parce que Projet Montréal a cette vision-là. Sans faire de partisanerie, mais on sent quand même qu'avec M. Coderre, on était peut-être moins là-dedans, l'agriculture urbaine. On était dans attirer des gros événements bling-bling, bon, pour faire des tapis rouges. Mais j'imagine que c'est pas si répandu dans les villes au Québec, cette sensibilité-là à créer genre des îlots, de la verdure pour baisser la température. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire, à moins que je me trompe. Oui, on peut toujours mieux faire, on peut toujours aller plus loin. On parlait d'urbanisme, de l'art, etc. Et souvent, les urbanistes sont peu écoutés, ils ont des très bonnes idées, mais il y a d'autres contraintes qui font en sorte qu'on ne le fait pas. Mais on voit l'agriculture urbaine est partout. La Ville de Québec fait un plan d'agriculture urbaine actuellement. Trois-Rivières le fait, Victoriaville est en train de le faire, Candiac, Brossard, Longueuil. Presque tout le monde le fait. Même. Montréal, non, pas encore. Ça va peut-être venir. Il y a des arrondissements beaucoup plus progressistes que d'autres. Mais on voit apparaître ces plans-là parce qu'on se rend compte, mais l'agriculture, l'alimentation, c'est essentiel. L'agriculture urbaine est de plus en plus virtueuse. Elle est reprise pour du greenwashing, malheureusement. Mais là, maintenant, on est bien armé, on le sait. Là. Puis on est capable de combattre, je pense. Puis on est très futé maintenant, là. On le sait, nous. Oui, et nous, on dit toujours aussi que l'agriculture urbaine n'a pas comme vocation de remplacer l'agriculture. Donc, il faut conserver ces terres agricoles-là, qui sont une richesse. Elles sont protégées, pas pour rien. L'agriculture urbaine apporte un plus. Et je pense que on a toujours vu avoir des potagers. Ça a toujours été présent. Je pense simplement on l'a oublié. On travaille actuellement avec la communauté italo-canadienne
montréalaise, Oui. qui a été se promener dans la petite Italie, dans les ruelles, etc. Si ça fait 10 ans que vous êtes allé, retournez-y, parce que vous allez être très déçus, parce que c'est un patrimoine comme Torrent Perne, mais c'est vrai aussi pour les Québécois et les Québécoises, dans les rangs, parce que l'agriculture urbaine, c'est pas qu'à Montréal. Là. Il y a quelqu'un de Saint-Ali-d'Axton qui était venu à une conférence, parce qu'on a invité la personne qui a créé les incroyables comestibles de Tom Horden, qui était venu à Montréal. Je pense que c'était pour C2. Personne ne pouvait y aller parce que le prix était un peu trop cher. Nous, on disait, ça te dirait de venir gratuit présenter. La salle était complète, ça débordait dans le couloir, on n'a pas privé assez grand. Et donc, c'est quelqu'un de Saint-Élie-d'Axton est venu et dit, mais moi, est-ce que je fais de l'agriculture urbaine si j'ai un potager? Je dis, pourquoi tu as un potager? Je dis, parce que si je veux me nourrir, il faut que je prenne ma voiture, je traverse des champs qui ne sont pas pour m'alimenter, puis je fais ça pour ma communauté. Je dis, oui. C'est pas une question de vivre dans une grande ville ou pas. C'est une action de s'alimenter, de vouloir changer des choses et de combattre des systèmes alimentaires qui... Et des savoirs qui se perdent. Et j'en suis un bon exemple avec ma courge, parce que si j'avais eu de meilleures connaissances, je n'aurais pas planté. Mais c'est vrai quand même. Ou de parler à ses voisins qui savent faire. Ah oui, mais mes voisins sont étranges. Je ne m'entends pas leur demander leurs petits trucs pour planter des courges. Oui, mais les agriculteurs urbains aussi, en général, sont étranges. Monsieur Duchemin, merci beaucoup d'être venu. Écoutez, moi, j'étais complètement vierge de tout ce pan de non, c'est pas mauvais jeu de mots. Vierge de la courge. C'est une jeune pousse. OK, ça suffit. Mais je ne connaissais pas le foisonnement de cette... et peut-être qu'éventuellement, on fera un épisode complet sur l'agriculture urbaine. Sur un toit, quelque part, à Montréal. Sans problème, mais Montréal, c'est pas trop loin. Non, donc ça, oui, pas trop de frais de transport. Voilà. Merci vraiment beaucoup. Et c'est comme ça que se conclut ce premier épisode de la saison 2 de la balado de Fred Savard. Je remercie l'auditoire qui était ici, extrêmement attentif, très réactif. Je veux remercier Émilie Grenier-Pelletier qui m'a aidé à travailler sur les entrevues sur cette émission. Merci à Francis Faubert également pour l'installation de nos micros, de cette sonorité incroyable. Merci à la gang de Transistor, évidemment. Merci aux gens du Forum de développement durable pour cette invitation, pour inaugurer cette deuxième saison. La campagne de financement, on va vous gosser avec ça, les gens à la maison, les auditeurs, auditrices, on va vous gosser avec ça. 60 jours, ça vient de commencer. 50 000 $ pour faire que tout ce beau monde soit rémunéré et qu'on puisse vous offrir ces épisodes, cette deuxième saison. Donc, c'est sur le site de La Ruche, sur la page Facebook de la balado, vous allez avoir tous les détails. Évidemment, on doit atteindre absolument l'objectif, sinon on n'a pas une maudite scène. C'est ça, le financement participatif, mais je sais qu'on va réussir. Et là, avant d'aller plus loin, avant de se quitter vraiment, on va retourner, nous, à Montréal, tranquillement, pas vite. On va prendre, Simon, la 112 en partie. Oui, la 116, ou la 112, oui. Hier, on a parlé à Paul Journet qui va analyser la campagne électorale toutes les semaines et on va vous présenter un résumé des 3 premières semaines parce que Paul sera avec nous tout au long de la campagne. Alors voilà, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour les auditeurs et auditrices de la balado de Fred Savard. Alors, là, une grosse surprise cette année pour la saison 2. Paul Journet, que tu nous amènes ce vernis de crédibilité. Bonjour. Bonjour. De la presse, de la grosse presse, comme on dit. Je t'ai demandé de venir nous parler de la campagne électorale, d'avoir un regard, en fait, ton regard sur la campagne électorale. Donc, tu vas être là chaque semaine jusqu'à la fin, jusqu'au scrutin. Ça nous paraît... Interminable. 3 mois. Déjà. Bon. Et là, ce qu'on se rend compte, bon, c'est pas une surprise, mais c'est qu'on ne parle pas beaucoup des enjeux importants dans une campagne électorale. On ne parle même pas des programmes des partis. On est très, très, très beaucoup dans la controverse. Là, on sort de celle de Justin Trudeau. Il y en a d'autres qui vont s'en venir. Oui, mais tu te souviens la malheureuse phrase de Kim Campbell qui avait dit au déclenchement de la campagne électorale, une campagne électorale, c'est pas le meilleur endroit pour parler des enjeux. Elle avait été crucifiée. Sur le chômage, entre autres. Exact, mais elle avait pas tout à fait tort, surtout avec l'accélération du rythme des nouvelles. Je pense qu'elle avait dit que ça se réglera pas avant l'an 2000. Exact, c'est ça. On va attendre le bug, puis ensuite on verra. Mais à la décharge des partis, à chaque jour, ils font leur annonce du jour, mais ils doivent se défendre des niaiseries qu'ils ont faites ou des squelettes qui ont été déterrés dans leur placard par leurs adversaires. Mais on sent qu'on est beaucoup dans ce qu'on appelle le wedge politique, c'est-à-dire des enjeux très ciblés. Et c'est Stephen Harper qui nous a habitués à ça, qui est à peu près le seul à faire ça. En tout cas, un des premiers à vraiment cibler des micro
électorats dans la population pour parler d'enjeux précis. On a l'impression un peu tous les partis sont là-dedans maintenant. Oui, bien c'est lui qui l'a amené à un autre niveau. Ouais. Mais il ne faut pas être naïf. Le marketing politique, ça existe depuis quelques décennies au Canada. Il y a la journaliste anglophone Suzanne Delacour qui a écrit un livre là-dessus. Je crois que ça s'appelait Shopping for Votes il y a quelques années. Puis elle démontrait que ça a commencé aux États-Unis, c'est rapidement arrivé au Canada. Et les partis donc, segmentaient l'électorat. Ils essayaient d'avoir le maximum d'informations sur les électeurs qui leur étaient acquis, les indécis. Puis ils les ciblaient. Mais maintenant, on n'a plus que jamais d'informations sur les électeurs. Puis avec les nouvelles technologies, ça permet d'être plus efficace avec une stratégie qui, elle, n'est pas nouvelle. Ben, on dit qu'il n'y a pas d'enjeux qui sont mis de l'avant, mais là, évidemment, il y a Greta Thunberg qui est en ville. Et là, soudainement, tous les partis parlent d'environnement. Ben, tous les partis, en plus du Parti vert. Et là, il y a Andrew Scheer qui est allé c'est dur de dire exactement ce qu'il a fait. Il a parlé, je pense. Il a parlé d'environnement. On va aller écouter ce que ça donne, puis je veux t'entendre rebondir là-dessus. Les cibles de Paris, ce sont nos cibles et notre plan pour l'environnement donne au Canada la meilleure chance, la meilleure opportunité de les atteindre. Mon plan, un vrai plan pour protéger notre environnement, repose sur 3 grands principes. Les technologies vertes, pas des taxes. Un environnement plus vert et plus propre. Et une lutte mondiale contre les changements climatiques. Ce plan est le plan complet jamais présenté par un parti politique au Canada. C'est quand même drôle d'entendre le chef du Parti conservateur soudainement avoir l'environnement à cœur. Oui, ben moi, je ris pas, j'analyse parce que c'est mon travail. Je note, premièrement, il dit qu'il veut pas faire de taxes. C'est vrai que les économistes de gauche et de droite sont unanimement d'accord pour dire que c'est la meilleure façon de s'attaquer à la tarification du carbone, mais lui, il dit non. Bon, il veut s'en remettre aux technologies. Ce que ça veut dire, c'est espérer que le privé fasse le travail. C'est le point 1 du plan. La main visible du marché va s'en occuper. C'est ça, on va la guider légèrement avec des crédits d'impôt, mais espérons que le privé fasse le travail à notre place. Ce sera le majeur invisible. C'est ça. Aux contribuables. Je vous laisse avec vos propos. Grandes entreprises qui avouent que c'est efficace. Il y a une déclaration publiée dans le Wall Street Journal où on disait que c'était probablement la mesure qui a réussi à rallier les économistes aux tendances idéologiques les plus opposées. Et j'entendais même des économistes qui proposaient, si vous trouvez que certains pays, la taxe carbone est trop basse, vous pouvez même vous-même imposer une surtaxe pour forcer ces pays-là à augmenter leur propre taxe, si jamais. Il y a, comme on le dit en chinois, il y a du leverage. Un environnement plus vert et plus propre. Deuxièmement, j'ai pas trop compris le deuxième aspect. Ça semble être que pour l'environnement, il va falloir travailler sur l'environnement. Une tautologie véridique. Et pour le troisième volet, il propose de miser sur les autres pays. Mais c'est la raison pour laquelle autant les changements climatiques que la lutte à l'évasion fiscale, ça fonctionne pas. C'est que tout le monde dit « je vais laisser les autres faire l'effort en premier ». C'est trop complexe si je le fais moi-même. C'est ça. Puis si je le fais moi-même, ça sert à rien parce que les autres feront rien puis ça va annuler mes efforts. Donc, tout le monde se regarde, attend de voir qui va faire le premier geste parce que personne ne veut être le dindon de la farce, mais ça fait juste perpétuer l'immobilisme, la fuite en avant. Les gens qui ont été à l'école appellent ça un problème d'action collective. Ah! Ça va être viral. Mon plan, un vrai plan. Mais dans le fond, cette attitude-là d'Andrew Scheer n'est pas... parce qu'il est poignant. En fait, puis là, on le sait, le Québec est un enjeu extrêmement important pour tous les partis pour avoir un gouvernement majoritaire. Et là, c'est pas une nouvelle constatation, mais je pense qu'elle est plus présente que jamais dans cette campagne-là. C'est comment le Canada est de plus que jamais un très grand pays avec des réalités extrêmement disparates, puis que c'est difficile de faire une campagne électorale où on va parler à tout le monde et qu'on va être capable de convaincre tout le monde. C'est vraiment, dans le fond, il faut mettre de l'avant des objectifs complètement opposés. C'est qu'on réalise que c'est pas le Québec et le reste du Canada. Il y a plusieurs restes du Canada. Et grâce à ce qu'on appelle Internet, quand vous dites quelque chose à Regina, ça se rend à St. John's, puis ça peut même transiter par Oshawa. Donc, tout le monde le sait rapidement. Si vous avez un double discours, ça va vous péter en pleine face. Puis, c'est difficile de gagner une campagne électorale sans double discours parce que les intérêts des régions, souvent,
elles s'affrontent. Juste à regarder l'Alberta puis la Saskatchewan, c'est des industries qui dépendent des ressources naturelles. Elles ont besoin qu'on développe davantage les ressources naturelles, du moins je dis besoin, pour la croissance économique avec une vision à très, très court terme. Parce qu'ils ont décidé d'avoir des économies extrêmement centrées sur l'exploitation du pétrole, entre autres. Oui. Et que là, les prix sont très bas et là, sont fourrés. Exact. Ben, elles ont deux problèmes. Un, en effet, la baisse du prix du baril du pétrole. Deux, avec le réseau de distribution actuel, sont condamnés à vendre beaucoup de leur pétrole aux États-Unis. Or, les États-Unis, maintenant, ils en produisent de plus en plus, donc ils n'ont pas besoin du pétrole canadien. Donc, ils négocient à rabais. Fait que déjà que le prix du pétrole est faible, en plus, on le vend à rabais. Fait que c'est vrai qu'économiquement, ça fait très mal. Puis des fois, au Québec, on oublie un peu ce problème-là. Et ça a le même impact aussi. Le très bas prix du pétrole fait en sorte que l'hydroélectricité, le grand plan que l'Amérique du Nord devienne la batterie, en fait, que le Québec devienne la batterie de l'Amérique du Nord, est un peu retardé à cause de ça aussi. Oui, ben c'est le nord-est, là, vraiment, de l'Amérique du Nord. C'est vrai qu'avec le gaz de schiste, ça a fait baisser le prix de l'énergie, mais à long terme, il y a quand même ça coûte quand même très cher dans les États. Là. Chaque État américain a ses réalités propres, mais économiquement, ça me semble quand même encore très viable comme stratégie. Tu parles comme le gars d'Hydro-Québec dans J'aime Hydro, en passant. À long terme, ça va être correct. Il va y avoir des besoins, les prix vont augmenter. On parlait tantôt dans nos chiens environnement. C'est drôle parce que bon, sur la boussole électorale, à Midi Info, il y avait le gars de la boussole électorale qui disait que l'environnement est la préoccupation numéro 1 des électeurs qui, évidemment, se sont inscrits à la boussole électorale. Donc, c'est un échantillon aussi qui n'est pas 34 %. La dernière élection, c'était l'économie à 45 %. En même temps, au Québec, puis là, on parlait de pays difficiles à gouverner. Au Québec, le Parti vert recueille 8 % des intentions de vote, 11 % dans le reste du Canada. Comment tu fais une corrélation entre ces deux... Ben, premièrement, le Parti vert, je comprends qu'ils ont le vert dans le nom de leur parti, mais est-ce que c'est forcément ceux qui ont le plan le plus réaliste, le plus crédible pour l'environnement? Le Bloc québécois a aussi des propositions, le NPD, les libéraux, même s'il y a plus de compromis, il y en a qui peuvent juger que ça a plus de chances d'être appliqué. Ils ont le bilan, ils ont fait des choses quand même. Là. Ils ont posé des gestes. Les libéraux, je les ai souvent critiqués, mais il faut leur donner ça. Ils ont posé les jalons d'une politique environnementale. Elle est certes insuffisante, mais au moins, ils ont fait un premier pas. Ils ont mis la machine en marche, contrairement aux conservateurs. Bon, mais pour revenir à la question des sondages, donc, peut-être que les électeurs là, se disent c'est pas forcément le Parti vert qui est le champion de l'environnement puis les autres sont des pas bons. Et deuxièmement, ça dépend toujours comment tu poses la question. L'environnement, est-ce que c'est la priorité? Oui, en fait, par principe. Oui, mais combien ça me coûte? Qu'est-ce que ça implique pour moi? Je vais te perdre ma job. Oui, ça dépend pour qui vous travaillez. Et là, on parle des sondages par rapport... bon, là, on l'a vu ce matin, le blackface ne semble pas nuire à Justin Trudeau au Parti libéral. Le Bloc fait une remontée. Oui, on peut dire retour, ça. Un retour, oui. Oui, c'est ça. À peu près. Le Bloc est sorti du cimetière, puis il s'est trouvé un habit neuf. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, en fait? La performance de Yves-François Blanchet? Il est bon. Oui. Il est bon. C'est quand même quelqu'un C'est quelqu'un qui avait l'avantage d'être au Club des Ex. C'est drôle, mais je dis qui observait de près et qui peaufinait aussi puis Yves-François Blanchet, il est bon quand il est en maudit parce que il est très habile dans la joute oratoire. Suffit juste qu'il puisse sourire un petit peu plus. Là. Puis je pense qu'il pourrait vraiment étonner les Québécois. Les débats s'en viennent. Là. Oui, parce qu'il est connu, mais pas tant que ça non plus. Et dans les débats, il va être à surveiller parce que lui, le français, c'est sa langue maternelle. Justin Trudeau, le débat est ouvert. Là. Le français, est-ce que c'est sa langue maternelle? Oui, mais la langue de son père, mais des fois, il a l'air pas mal plus à l'aise en anglais. Maxime Bernier, je le mets en parenthèse, je vais le laisser là, mais les autres chefs, c'est les anglophones. Donc, il pourrait étonner, puis d'autant plus qu'il n'y a pas de bilan à défendre. Fait que le Bloc est toujours, par nature, même sur l'attaque. Son seul bilan, c'est la carrière d'Éric Lapointe. C'est quand même un bon bilan. Moi, j'ai une belle anecdote dans le temps des apartistes. Il voulait devenir notre gérant, Yves-François Blanchet, et on avait refusé. On avait pris un verre avec lui au Lion d'Or. Puis est-ce que ça s'est bien fini, les apartistes, finalement? Non, je sais pas. Si vous savez où sont les apartistes, appelez-nous. Non, mais il en revenait pas. C'était super cool là, comme discussion, mais il était comme, mais voyons donc, les gars, je vous offre
de vous amener ailleurs. Non, on était des pseudo-anarchistes. On voulait ça pas ressemble à un scénario de film américain, en fait. Exactement. Je pense que ça serait intéressant, Paul, après cette anecdote savoureuse d'Yves-François Blanchet, d'y aller terminer avec la chanson du bloc. Pour les gens à la maison et moi-même, je pensais que c'était Éric Lapointe. Mais non. En fait, Éric Lapointe a composé, mais c'est pas lui qui chante. Non, il s'est cloné. Il s'est cloné, un certain Claude Pinault, mais c'est quand même Stéphane Dufour, son chevelu réalisateur, qui est à la réalisation et à la guitare et à la composition. Alors, on va se laisser avec cette magnifique chanson du Bloc québécois. Et on a envie de se faire pousser une coupe Longueuil et de se boire une bonne Molson X entre les deux jambes dans une Camaro 1978.